J'aime profondément la femme et j'aime profondément le trail. C'était une évidence de mettre les femmes en lumière. Alors mon problème, c'est que j'ai trop d'idées à la minute. J'ai toujours eu la chance de faire ce qui m'animait au plus profond. C'est-à-dire j'ai toujours écouté mon why. Souvent, il y a des femmes qui me disent « Mais Laurie, jamais je pourrais courir ». Je leur dis « Mais les filles, je parle pour celles qui ont des enfants. Vous avez accouché. » Et le why de Culotte & Trail, c'est ça. C'est vraiment mon moteur. Ma mission première, c'est les femmes. De toute façon, je vais te dire, dès qu'il y a une femme qui arrive, je pleure. Sur une ligne d'arrivée, j'ai les frissons, c'est plus fort que moi. En fait, c'est une évidence. Moi, j'adore les échecs parce que je rebondis derrière et je me dis, ouais, je me casse la gueule, mais ça me refait encore. Moi, j'aime bien me casser la gueule, tu vois. Moi aussi. Oh, c'est bien. Laurie, je suis content de t'avoir dans Endorphine. Ça fait un petit moment que je te suis. On s'était croisés à la Saint-Élion fin décembre. Ça remonte déjà, mais c'est pas si loin en vrai. C'est pas si loin. Ça faisait 2 mois que on me connaissait un petit peu, donc très peu finalement. Ouais, j'ai regardé ton premier épisode, il date de juin 2024, donc ça fait à peine 1 an que tu es dans le monde du podcast et de la création de contenu en course à pied. Mais ça skyrocket un petit peu en 1 an, tout est passé très vite et c'est très cool. Je trouve que ce que tu fais est très cool. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et on va prendre le temps de discuter un petit peu de tout ça, de d'où tu viens, de ce que tu veux faire, de ce que tu fais déjà. Et puis voilà, un petit moment chill pour un vendredi du TMB où on commence à fatiguer un petit peu. Ouais, c'est clair. Ça fait du bien d'être là, de se poser, pouvoir discuter un petit peu. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis trop contente d'être là. Et on est parti avec une phrase que j'ai notée pour que les gens se figurent un petit peu ton état d'esprit. J'ai pris ça d'un de tes posts épinglés d'Insta, hein, donc mais je vais la lire et je pense que ça va parler aux gens déjà pour te définir un peu. Ici, on se prend pas la tête, on parle de tout sans tabou, avec le cœur et avec authenticité. On libère la parole, on ose et surtout on s'exprime librement. J'aime ces phrases. Je trouve que ça résume bien un petit peu l'état d'esprit que tu as. Je sais pas si ça te parle toujours, parce que tu as dû l'écrire il y a 1 an, je pense ça. Ça me parle toujours, évidemment. C'est vraiment ma ligne éditoriale, ma ligne de vie, mes valeurs. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et oui, ça tient toujours. Ça, c'est clair. Et c'est tout ça qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. On va parler de concrètement ce que tu fais, mais de la philosophie qu'il y a derrière. Et puis, ça va nous emmener, comme souvent dans Endorphine, dans des directions qu'on connaît pas encore. Mais c'est le principe du podcast. En fait, je suis chez le psy. C'est trop bien. Je vais me confier. Je viens de prendre un coup de pression. Ça change le mode de ce podcast. Mais non, pas du tout, je rigole. Du coup, avant ça, pour que tout le monde puisse un petit peu voir plus en détail qui tu es, je te propose de te présenter avec tes mots. Pour que ça parle à tout le monde. Qui est Laurie ? Bien, Nico. Eh bien, qui est Laurie ? Laurie, c'est une femme qui a 34 ans, qui vit à Montpellier. Je suis maman, j'ai un petit garçon de 6 ans. J'ai toujours été très sportive. Je viens du milieu du fitness, où j'étais athlète élite dans le fitness. Et en parallèle, j'étais chorégraphe de danse urbaine. Donc ça m'a tenue quasiment toute ma vie, en fait, depuis on va dire l'âge de mes 5 ans jusqu'à mes 30 ans. J'ai eu mon petit garçon et j'ai eu envie de changer. Mon corps était un peu usé. J'étais à 25-30 heures par semaine pendant plus de 13-14 ans. Donc j'ai un peu bifurqué et puis j'ai croisé la montagne. J'ai croisé le trail, une sortie pour me vider un petit peu la tête parce qu'être maman, c'est pas facile. Ça aussi, c'est un sujet de tabou. C'est pour ça qu'on en parle aussi chez Culotte & Trail. On minimise qu'être maman, c'est un peu difficile au quotidien. Donc, lors d'une sortie, à Briançon, je suis partie faire le Pic Blanc et je suis rentrée. J'ai dit à mon mari, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux faire du trail. Et en fait, j'ai commencé à faire du trail, à faire des perfs dans ma région, tu vois, et je me suis dit je vais prendre un coach pour essayer de structurer mon entraînement parce que ça n'a rien à voir avec le fitness, hein, c'est autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait et puis je me suis rendu compte que c'était difficile de parler à une femme. Tu vois, il y avait pas cette relation. Quand je parlais de règles, c'était un peu gêné. Quand je disais là je peux pas faire telle séance, je suis pliée en 2, il y avait pas vraiment de compréhension. Et là je me suis dit waouh, en fait il y a un vrai manque chez la femme. Et en fait c'est comme ça que tout a commencé, l'histoire a commencé. Je me suis dit je vais créer quelque chose pour transmettre au maximum à toutes les femmes et c'est de là que ça a commencé. Je sais pas si c'était ça ta question, hein, mais moi je bifurque un peu. C'est très bien. De toute manière, le but de ta question, c'est que toi tu expliques qui tu es avec
ton vécu, ta manière de faire pour que ça installe un petit peu le podcast et puis que les gens comprennent où est-ce qu'on va s'en aller pendant la prochaine heure et demie, les 2 heures. Et t'es passé par plein de petits trucs sur lesquels on va revenir, mais globalement on arrive à 2024 où tu lances ce podcast. Il y a 66 épisodes qui sont sortis depuis en 1 an, donc déjà rien que ça. Lancer un podcast en 1 an, avoir réussi à en sortir plus qu'un par semaine, un par semaine en moyenne à peu près, parce que là on est fin août, donc ça doit être à peu près ça. Solide. Souvent les gens arrêtent bien avant en fait. Mais j'ai l'impression que toi, arrêter en cours de route, c'est pas vraiment ton état d'esprit. C'est quand tu fais quelque chose, t'es dedans et après tu... Alors en fait, faut vraiment bien comprendre et s'imaginer que moi j'ai créé ça jamais pour en faire mon boulot. Jamais de la vie. C'était par plaisir, en fait. Quand j'ai commencé à voir qu'il y avait rien sur la femme, je tapais dans des podcasts et tout ça, il y avait absolument aucun sujet. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, il y a rien sur nous dans la course à pied. Enfin, il y avait 2-3 petits trucs, mais c'était vraiment très léger. Moi, j'ai vécu en tant qu'athlète un RED-S, donc j'ai été en aménorrhée, donc plus de règles pendant plus d'1 an. Pour moi, c'était tout à fait normal de pas avoir mes règles parce que chez la gynéco, on me disait c'est normal, tu fais plus de 25 heures par semaine, t'as pas tes règles. Sauf que quand je suis rentrée dans la communauté de course à pied, à mon échelle, je connaissais absolument personne du milieu, mais par derrière les écrans, je me rendais compte qu'il y avait des choses pas normales chez les femmes. Tu vois, et je me suis dit, mais en fait, même chez les élites, il y a un vrai manque d'informations. C'est de là où j'ai commencé à vouloir créer ce podcast. Je crois que c'est même pas, je voulais créer un podcast au début, c'était, je voulais appeler un expert qui me raconte comment la femme fonctionne. Sauf que j'ai créé un compte, il y avait 0 abonnés. Je crois que quand j'ai contacté Frédéric Belouz, c'est lui qui a vraiment, je le salue à chaque fois et je l'adore parce que c'est lui qui a mis la première. On le salue parce qu'on l'adore tous. Voilà, à l'édifice, j'appelle, je lui envoie un texto, enfin un Insta, et je lui dis bonjour et tout, est-ce qu'on peut s'appeler, j'aimerais t'expliquer le projet. Il m'a donné son portable, je lui ai expliqué le projet, il m'a dit mais c'est génial. Je lui ai dit ouais mais j'ai 30 abonnés. Il m'a dit c'est pas grave, on a fait cet épisode, et même lui en fait, il m'a dit est-ce que tu peux prendre un scientifique qui était un ami à moi qui était spécialisé dans les femmes au niveau vraiment scientifique, pour que même moi en tant qu'entraîneur je puisse avoir des infos des questions à lui poser, parce que même moi en tant qu'entraîneur homme j'ai des fois du mal avec mes athlètes et puis parce qu'on sait pas, tu vois. Et donc on a créé ce premier épisode, un vrai sketch, donc pas de matos, téléphone vraiment pourri, en mode avion, en visio, c'est-à-dire que je mettais mon téléphone en mode avion et je vais dans le téléphone enregistreur. Donc j'ai fait mes 20 premiers épisodes, non, j'ai même 30 comme ça. C'est pour ça que la qualité est pourrie, que tu vois, j'y suis allée sans réfléchir en fait. C'est bonjour, au début c'était bonjour, bienvenue au micro de Culotte Rouge, au début c'était vraiment le truc mort de rire, et en fait ça a commencé comme ça. Je pense que je me suis jamais posé de questions. J'ai toujours été, les gens qui vont écouter ce podcast et qui me connaissent, je me suis jamais posé de questions. J'ai toujours une idée, je la fais, je fonce, je me casse la gueule, c'est pas grave, je passe à autre chose. Mais j'ai jamais fait ce podcast ou tu vois, fait des épisodes en me disant ça va marcher ou quoi. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on en est là, je pense, parce que j'ai jamais je me suis jamais posé de questions, je pense que c'est ça en fait. Mais ça, on a déjà un apprentissage hyper fort, parce que sur de la création de contenu ou n'importe quel projet en général, si on veut faire quelque chose, faut juste le faire. Et on verra en cours de route, en fait, sinon on se lance pas. Enfin, tu parles de Fred avec Dans la tête d'un coureur. Au début, oui, il se disait, peut-être qu'un jour, mais en fait, on se lance, on fait un truc qui nous parle. C'est de la qualité. Si on revient à l'épisode 1 de ce qu'ils ont fait, c'est standard en fait. On fait ça sur le côté. Moi, parce que Fred il me disait oui, mais tu devrais envoyer des micros quand même à tes invités. Mais il a fait X saisons Dans la tête d'un coureur, il y a un biais là-dessus, et Guillaume venait de la télé, donc il avait des standards, mais en fait c'était un side project. Moi, Running Addict c'est pareil. On en est là aujourd'hui. Souvent quand on pose la question, je dis la vie en fait, juste le temps et puis les choses se développent, mais en fait, d'abord, tu fais un truc juste par passion. Et s'il y a pas ça... En fait, moi, c'était vraiment, déjà, je suis passionnée de base par les femmes. Moi, j'ai créé mon propre studio de fitness et danse. Donc, c'était ma compagnie. J'avais plus de 300 élèves dans ma compagnie. J'ai toujours donné des cours à des gens, notamment beaucoup de femmes, même s'il y avait très peu d'hommes, mais dans mes cours de danse et de fitness. Mais
puisque c'était pas des cours de muscu, si tu veux, c'était très fitness, cours collectif. Et j'ai toujours adoré ça, et été passionnée par les gens. Donc en fait, c'est pour moi mettre la femme en évidence, tu vois. J'aime profondément la femme et j'aime profondément le trail. C'était une évidence de mettre les femmes en lumière, parce que si tu regardes Culotte and Trail, moi je me mets très peu en avant. Je suis pas du tout influenceuse, quoi. C'est vraiment moi mon rôle, c'est de les mettre athlètes élites et amatrices en lumière. C'est drôle parce que tu dis ça et en même temps, vu que le contenu est bon et pertinent et parle aux gens, bah en fait tu es mise en avant sans l'avoir voulu, mais en fait les gens retiennent parce que c'est toi qui le fais, parce que c'est ton énergie qui est dedans. Une autre personne pourrait le faire, peut-être que ça aurait pas autant marché, parce qu'en fait c'est la manière dont tu le tiens et l'énergie que t'amènes dedans qui fait que bah tu mets à l'aise les invités, qu'il y en a d'autres qui viennent et que bah ça n'aurait pas pris aussi vite si c'était pas toi qui l'avais tenu. Hein. Clairement, il faut non mais c'est gentil, mais c'est vrai que tu vois, alors je sais pas si c'est le sentiment de légitimité, syndrome de l'imposteur que toutes les femmes ont et les hommes aussi, hein, mais les femmes, on a quand même ce truc, tu vois, clairement, typiquement, depuis que je suis arrivée dimanche soir à l'UTMB, c'est mon premier UTMB. Eh ben, dès que j'interviewe quelqu'un, tu vois, on est quand même dans un endroit où il y a énormément de podcasts qui se créent avec les caméras et tout ça. Et moi, j'arrive et le premier truc, tu sais, je rentre dans ma carapace et je dis, oui, non, mais moi, j'ai rien, en fait, hein, j'ai juste mon trépied avec mon téléphone. Et on me dit, mais en fait, non, c'est pas grave, quoi. C'est, tu vois, t'es authentique et ça plaît comme ça. Et mais c'est vrai qu'on a toujours ce sentiment de dire, bah, eux, ils sont trop forts, quoi. Et moi, je suis là. Mais on l'a à toutes les étapes, hein, parce que là, on est avec Pauline et Léa. Est-ce qu'on se dit, oui, on est les meilleurs? En fait, non, on regarde tout le monde et on se dit, ils font ça bien. En fait, quand tu regardes du prisme de ce que font les autres, tout est toujours mieux, de toute façon. Enfin, oui, t'as raison. Et oui, évidemment, on a des caméras parce on a monté les choses petit à petit et on en discutait avant de commencer. Bon, bah, quand tu me dis, c'est trop cool votre set. Ouais, on est organisé, mais depuis pas longtemps et il y a encore plein de trucs qu'on va changer parce qu'en fait, on apprend en marchant en réalité. Et, c'est ça qui est génial. Et oui, c'est ça qui est cool quand on travaille à plusieurs et qu'on apprend juste à chaque épisode, on se dit, ça, on pourrait faire différemment, ça serait mieux. Puis c'est comme un entraînement, en fait, ce qui t'intéresse, c'est pas forcément uniquement le jour de la course, c'est tout le process de, justement, toutes les inconnues qu'il y a, de ton corps, de l'environnement, de tout ça, en fait, qui fait que l'entraînement n'est pas une science. Enfin, c'est une science, mais c'est surtout un art de réussir à se dire qu'est-ce que je dois faire avec mon contexte. Oui, et chacun a son contexte différent. Bref, on a déjà divergé un peu, mais je l'avais dit, ça sera. Je pense que ça va être le cas tout l'épisode parce que c'est très intéressant le sujet que t'as amené. Dans tous les cas, si je reviens un petit peu sur ton podcast pour introduire, t'en as parlé un peu sur la mission que t'as voulu relever. Si on se met un an après, est-ce que c'est quoi maintenant tu continues avec la même mission que tu t'es donnée il y a un an quand t'as commencé à te dire j'ai fait plusieurs épisodes, on continue, ça va être cool, ou est-ce que t'as quelque chose où tu te dis on va évoluer sur des vidéos, autre chose que du podcast pour compléter tout ça et aller toucher je sais pas, encore d'autres personnes qui sont sur d'autres médias, d'autres médiums? Alors mon problème, c'est que j'ai trop d'idées à la minute. Je partage. Tu vois, j'ai trop d'idées à la minute, donc j'ai énormément d'idées. Effectivement, je vais faire évoluer parce que là, j'ai été un peu, même moi, si tu veux, j'ai un peu halluciné de l'ampleur que ça prenait. C'était pas du tout prévu. Pour revenir un petit peu au début, comme on disait, Frédéric Belouz était le premier. Après, j'ai demandé, je voulais absolument avoir des retours d'athlètes élites. Faut savoir quand même, faut s'imaginer un petit peu, il y a 1 an et demi en arrière, moi je voyais ces athlètes comme Rihanna et Beyoncé, hein. J'ai pas honte de le dire, j'étais là, waouh, c'est un truc de fou, c'est mon rêve d'aller juste à côté d'elles, tu vois, comme la plupart des nanas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon quotidien, mais la première fois que j'ai demandé à une athlète élite de passer dans mon podcast, je devais avoir 70 abonnés, personne me répondait. Tu vois, parce que clairement, je me suis pris des vues et la première personne qui m'a répondu oui, d'ailleurs j'avais 300 abonnés, c'est Alix, donc que je salue puisqu'elle m'a dit oui tout de suite. Tu vois, j'avais 300 abonnés, elle m'a dit mais oui, sujet de la femme, moi ça me parle et tout, trop bien. Donc Alix Noblac, on salue, qui est dans la salle coucou Alix qui fait ses bottes de récup, voilà, après son OCC. Mais voilà, ça m'a fait du bien de se dire tu vois, Alix elle a une notoriété sur les réseaux et elle te dit oui à toi.
toi. Et ça a fait partie, je pense, des personnes qui m'ont fait confiance et qui ont permis, tu sais comment ça se passe après, hein, des partages et tout ça, et ça monte, et ça a fait toile d'araignée. Donc aujourd'hui, on est presque 18 000, j'en reviens pas quand je dis ça, c'est énorme. Et ma vision des choses, déjà, c'est de me professionnaliser au niveau du matériel, même si c'est un peu mieux le son, mais c'est pas non plus ouf. Mais je me rends compte très bien que ma communauté me dise, mais Laurie, on s'en fout. Le fond avant la forme dans tous les cas. Tu vois, tout le monde me dit, mais tu vois, j'ai reçu un message cette nuit à minuit en disant, ah, enfin, il y a une story depuis que t'es arrivée où on t'entend hurler sur une athlète. J'ai dit, je suis désolée, mais j'étais à droite, à gauche et tout. Et en fait, je me rends compte qu'elles adorent quand je leur hurle dessus, quand je fais les suivis et tout. Et elle me disait, cette femme me disait, enfin, on entend ta voix. Et ça m'a fait rire. J'avais l'impression de leur casser les oreilles, mais... Et du coup, je pense que je vais me professionnaliser au niveau du son et surtout la vidéo, puisque aujourd'hui on est 18 000, mais j'ai jamais fait de vidéo. Donc j'ai pas de chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, mais elle est catastrophique. Il y a les podcasts dessus qui sont posés. C'est ma petite stagiaire que j'ai eu 6 semaines qui m'a fait les peu de couverture que j'ai. D'ailleurs, depuis, elle est plus là, donc il y a plus de couverture. C'est laissé à l'abandon totalement. Donc peut-être faire de la vidéo, tu vois. Et après, j'ai créé quand même Culotte and Trail devient une marque entre guillemets des femmes, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent en me disant je veux ton t-shirt, je veux ton bonnet, je veux ton bob. T'as lancé la box aussi cet été. Et j'ai lancé du coup cette box qui je me suis dit c'est vraiment un pari fou, hein, la box, contacter 12 marques. Et les 12 marques m'ont répondu, mais c'est génial, en fait, on va t'équiper pour 100 box. Donc, elle a été sold out en une semaine. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un vrai sujet. Tu vois, parce que dans cette box, on a vraiment fait la partie sport, trail, performance, et la partie girly, femme, ça a super bien fonctionné. Donc, dans le futur, il y a beaucoup de projets que j'ai. Je peux pas en dire trop non plus. Je peux pas trop spoiler. Mais je pense que ça va être une belle deuxième année. Tu peux pas spoiler, mais on comprend qu'il y en a et que ça va être très cool. Ouais, ça va être très cool. Bon, on a déjà quelque chose de sympa pour ceux qui se disent c'est quoi la suite. Il y aura une suite là, normalement. Normalement, si Laurie est encore en vie à la fin de la semaine. Et c'est surtout peut-être un peu aussi faut être clair, hein. Faut être très clair aussi pour les auditeurs et auditrices, c'est un milieu très compliqué, enfin tu le sais, concurrentiel, même si je suis la seule aujourd'hui à traiter ce sujet, forcément mes concurrents en parlent aussi. Je suis pas à l'abri que demain il y ait un podcast concurrent qui se monte, et c'est vrai que il faut en vivre aussi, c'est compliqué le milieu d'audio, du podcast, donc c'est pas dit que ça perdure aussi. Ouais, il faut qu'il y ait des sponsors qui suivent. Ça c'est la partie qui est souvent moins vue ou comprise du point de vue auditeur viewer, c'est le sponsor est vu comme le vilain petit canard, et si t'as des sponsors c'est vendu. Ouais, mais en fait il faut déjà te payer toi, et si tu veux professionnaliser, ça veut dire avoir des gens avec toi, du matériel, Exactement. Des déplacements, et tout ça coûte cher. Donc en fait si tu veux faire du contenu de qualité, même si le fond passe avant la forme, en fait t'as quand même besoin de plein de choses pour que ça puisse avancer. C'est pour ça que c'est important de le dire aussi, parce que tu vois, c'est vrai que derrière l'écran les gens ils se disent c'est super, 18 000 et tout. Ouais, mais aujourd'hui moi je n'en vis pas. Donc c'est-à-dire que j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 1 an. Ouais. Parce que j'ai quitté mon emploi et mon activité, donc j'avais 1 an de chômage. Je me suis dit j'ai 1 an. Alors au début les premiers épisodes, jamais je me suis dit je vais en vivre, hein. Mais quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit ok Laurie, là t'as 1 an pour que ça marche. J'arrive à la fin des 1 an. Ça marche, mais je peux pas dire que j'en vis. Donc aujourd'hui, moi j'ai plein de projets, mais l'avenir de Culotte and Trail, je peux pas te dire, il est incertain encore. Ouais. Tu vois. Donc s'il y a des gens qui travaillent pour des marques qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Laurie, parce que tout ce qu'on se dit, les beaux projets, ils arriveront. C'est possible, oui, parce que la vie n'est pas faite d'amour et d'eau fraîche unique. Non, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Ça serait bien. Si on revient du coup un petit peu sur l'origine du pourquoi profond, tu as parlé un petit peu de ton coach. Why. Ton why, exactement. Why. On fait, c'est plus de la psychologie, on est dans l'entrepreneuriat en mode. Alors, quel est ton why, Laurie? Alors, ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Je pense que toute ma vie, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Donc, toute ma vie, j'ai que 34 ans, mais j'ai toujours eu la chance de faire ce qui m'animait au plus profond.
C'est-à-dire, j'ai toujours écouté mon why. Depuis l'âge de mes 4 ans, mon rêve, c'était d'être chorégraphe. J'ai eu la chance de pouvoir partir au Crêpes à Montpellier à mes 18 ans, puisqu'il fallait absolument avoir 18 ans. En fait, si tu veux, dans le milieu des danses urbaines, le hip-hop, le raga, c'est une danse africaine, etc. Il n'y a pas de diplôme à proprement parler. Donc moi, dans ma région, pour pouvoir enseigner ces danses urbaines, il fallait être diplômé du fitness, en fait. Donc j'ai toujours eu cette chance de pouvoir faire tout ce que j'ai voulu. Donc, j'ai enseigné dans plein d'endroits, dans plein de salles de danse et de salles de fitness à Montpellier. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir créer ma propre boîte. Pareil, une opportunité. J'ai dit, bah, si tu le fais pas, donc à mes 24 ans, j'ai créé ma boîte, mon studio. Pendant tant d'années, et donc c'était mon why, c'était donner du bonheur aux gens, les faire danser, rigoler, et dans ma salle, c'était pas prise de tête, c'était une famille. Donc à la fin, les 300, on était une famille. Donc tu vois, c'était génial. Et le why de Culotte and Trail, c'est ça, c'est vraiment mon moteur, ma mission première, c'est les femmes. De toute façon, je vais te dire, dès qu'il y a une femme qui arrive, je pleure. Sur une ligne d'arrivée, j'ai les frissons, c'est plus fort que moi. En fait, c'est une évidence. C'est une évidence. Tu vois, je peux pas te dire plus. Non, mais je pense que les mots sont assez forts. Y a pas le corps parle de lui-même, donc dans ce genre de cas, c'est assez clair. Le message est évident et ton corps te l'envoie. Quand je parlais du why, c'était aussi sur le côté prise de conscience de waouh, on est en 2024 et on est loin de là où on devrait être sur la compréhension de la femme, de ce qu'est l'entraînement pour les femmes. Toi, tu es passé par t'as un diplôme de coach, donc t'as aussi vécu la formation telle qu'elle était. Elle a peut-être changé aujourd'hui, je suis pas sûr. Tu me diras si c'est le cas, mais du coup, est-ce que déjà dans la formation de coach aujourd'hui, est-ce qu'il y a une distinction homme-femme qui existe? Alors moi, on n'a jamais parlé de femmes. Donc j'ai fait la fac de sport, le STAPS à Montpellier. Okay. J'ai fait le Crêpes à Montpellier. Je ne me souviens pas avoir eu le moindre quart d'heure sur la femme. C'est ouf quand même. Ah oui, mais parce que en fait, même moi, j'étais dans ce mood-là. Donc aujourd'hui, j'ai 34 ans, je suis rentrée au Crêpes, j'avais 18 ans. À 20 ans, je suis en aménorrhée. Personne te dit rien. Je te dis, j'allais chez la gynéco. La gynéco me disait, mais c'est tout à fait normal de pas avoir ses règles après 25 heures de sport. Donc si tu veux, on était loin de quand même tout ce qui se passe aujourd'hui. C'était même eux, je pense, les docteurs et les enseignants n'étaient au courant de rien en fait, je pense. Mais même si on prend le sujet de genre quand on te dit c'est normal d'avoir des trucs bizarres quand tu fais 25 heures de sport, mais même ça arrive, c'est pas uniquement 25 heures de sport, ça arrive à des femmes qui font beaucoup moins. Ah oui, mais tout à fait. Et du coup quand on dit en gros tu fais du sport, c'est pas normal, donc c'est quand même fou de se dire que faire du sport est un truc qui doit générer des trucs anormaux dans le corps. Et oui, t'inquiète, c'est parce que t'es quelqu'un de bizarre en fait. J'ai une petite anecdote parce que donc j'ai fait donc j'étais jeune là au Crêpes et tout ça, après j'ai retrouvé mes règles, donc après j'ai monté ma salle et c'est mon mari qui était en équipe de France de décathlon qui me dit Laurie, là c'est pas normal quoi, t'as pas tes règles. C'est mon mari, tu vois, je me dis bon, mais je dis mais c'est normal. Non, là c'est pas normal. Et puis en plus, c'est pour ça que c'est important, là je le place ici. J'étais tellement dans un schéma de plus, parce que t'as 6 heures par jour de HIIT, machin, et tu rentres, tu te manges une salade, une soupe, tu t'évites la crème fraîche parce que tu dis là tu viens de faire 6 heures, t'as pas envie de reprendre ce que t'as pris parce que je me sens belle. Tu regardes ta montre, t'as fait tant de pas, nanana. Et en fait, c'est mon mari qui m'a dit stop. Là, si tu mets pas d'énergie dans le carburant, j'étais pas du tout dans le milieu du trail à ce moment-là et j'avais pas conscience de tout ce qui se passait. Et je me rends compte, via tout ce que je fais avec des experts, qu'on parle de ça, etc., que j'étais totalement en TCA. Trouble comportement alimentaire. Et tu vois, je dévie, mais ce podcast, il sert vraiment à ça aussi, c'est-à-dire que à délier les langues, parce que il y a énormément d'amatrices qui sont en REDES, donc en surentraînement, qui sont en aménorrhée, et des athlètes élites également, mais c'est hyper tabou. Donc, tu vois, il y a beaucoup de filles qui passent dans le podcast élite ou amatrice qui m'en parlent, en fait. Et je me dis, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que c'est important que les coachs, que les teams entendent ces messages. Ouais. Et tu vois, parce que tout part pour moi des teams, et à un moment donné, voilà, c'est important de sensibiliser leurs athlètes, de sensibiliser hors team, mais les athlètes amatrices via les médias, via le podcast, etc., pour qu'elles rentrent pas dans ce schéma-là, en fait. Parce que c'est pas bien. En fait, ce que tu fais, c'est la petite étincelle qui fait que
il y a besoin que le message passe X fois avant qu'il soit entendu. Enfin, c'est toujours comme ça. En fait, c'est pas parce que tu le dis une fois et que c'est fort que c'est bon. Faut le répéter et le répéter. Et il rentre petit à petit dans la tête des gens et il se prête de plus en plus loin. Et surtout qu'elles se disent, enfin, je leur dis, vous n'êtes pas seuls, en fait. C'est-à-dire que ce que vous vivez, on est des centaines, des milliers à le vivre. Et c'est pas une honte, on est là pour vous. C'est beau. Non, mais c'est ça l'idée. Et en fait, un point qui est important, parce qu'aujourd'hui, là, on est sur un podcast qui est majoritairement écouté par des hommes. J'ai regardé, 67%. Ça veut dire quand même qu'il y a 33% de femmes qui sont là de base. Peut-être un peu plus aujourd'hui avec toi. J'adore, c'est génial. Mais tu disais d'ailleurs que sur le tien, il me semble t'avoir entendu dire que t'avais quand même beaucoup d'hommes qui l'écoutent. Moi, j'ai 48% d'hommes. C'est un truc de fou. Je reçois plus de messages de mecs, je pense, que de femmes sur mon podcast, enfin sur Instagram. Ça, c'est un bon signal pour la prise de conscience, c'est qu'il y a quand même une envie globale de la... C'est génial. La société, non. La société n'est pas le microcosme des gens qui s'intéressent au trail et au contenu lié, mais on va dans la bonne direction. En fait, je pense qu'on a trop souvent mis les hommes en mode... les hommes, ils s'intéressent pas aux femmes, etc. Je pense qu'on leur a pas laissé la place de s'intéresser. Aujourd'hui, je me rends compte via Culotte and Trail que beaucoup d'hommes m'écoutent. Tu vois, et pas plus tard qu'hier sur le stand Le Village, il y a un homme qui m'a arrêté parce que j'ai écrit Culotte and Trail dans le dos, qui m'a dit excusez-moi, la boxe, il y a plus de boxe et tout. Et j'étais là. Waouh, c'est pas le personnage que j'avais imaginé. C'est ouf. Et en fait, non, mais c'est pour ma femme parce que c'est moi qui vous écoute, mais et je trouve ça extraordinaire. Et en fait, il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent en me disant merci parce qu'on ne comprenait pas nos femmes, nos athlètes, etc. Et en fait, on met des mots sur ce qu'elles ressentent, tu vois, parce que, je sais pas, moi, ça peut être l'endométriose, les règles, s'entraîner quand t'es plié en deux, les TCA, ou même, j'ai fait une capsule Sleep and Trail. Ouais, j'ai écouté. Alors, pas aussi. énorme, parce que je l'ai fait parce qu'il y avait tellement d'hommes qui m'écoutaient que je me suis dit, il y a un moment, on parle de règles, mais on parle pas d'hommes. Et c'est hyper tabou chez eux aussi de dire, les gars, j'ai plus d'érection, c'est compliqué. Donc du coup, on a fait ce podcast et ça a fait un carton chez les gars parce qu'ils m'ont dit ah ouais. Et même il y a des filles qui m'ont écrit en me disant merci parce que je pensais que mon conjoint me trompait, allait voir ailleurs parce qu'il avait plus de libido, mais en fait c'est juste qu'il est en surentraînement. Ouais. Tu vois. Mais ce qui est drôle en fait, ce qui ressort de ça, c'est le côté la barrière du tabou de on discute pas et en fait du coup on comprend pas et si tu comprends pas tu peux pas, enfin forcément t'es à côté de la plaque et en fait on est resté, on y est toujours, ça avance. Écouter tes podcasts aide, mais on n'est pas, c'est un long chemin avant on pourra jamais se mettre à la place l'un de l'autre à 100%, mais de comprendre les contraintes de l'autre et essayer de se dire j'essaye de faire au mieux pour les prendre en compte dans la vie. Alors là je suis plus dans la vie en fait quand on est en couple ou quand on est ou dans le travail ou dans plein d'aspects, mais dans l'entraînement, c'est pareil. En fait, c'est juste prendre en compte les contraintes et se dire comment je fais pour adapter au mieux pour que la personne intérieurement vive, sente qu'elle est comprise. Ouais, tout à fait. Bien et sûr. Du coup, qu'elle vive le truc en mode, ok, c'est adapté à moi, Et alors, tu vois, c'est rigolo parce qu'il y a même des femmes qui m'envoient des vocaux, en mode anonyme, du coup. Et je sais pas si t'as écouté, parce que j'ai sorti une capsule trail et couple. Et c'est une nana, donc au début de l'épisode, en fait, j'ai carrément mis son vocal en anonyme, il y a pas son prénom, où elle dit bon voilà Laurie, je te fais un truc, parce que faut savoir Culotte and Trail, pour ceux qui me suivent pas, j'ai créé, il y a 3 experts. Donc il y a expert santé mentale avec Anne Fourier, santé au niveau hormonal, tous les problèmes hormonaux de surentraînement et tout ça, micronutrition avec Sébastien Diefembron, et Cindy Dechamps qui est kiné de l'équipe de France qui nous donne des capsules santé, prévention des blessures, récupération, etc. Donc tous les trimestres on fait des petites capsules et on m'envoie oui pour ta prochaine capsule mentale, alors elle me fait rire, elle me dit oui voilà moi et mon copain ça va pas du tout parce que je commence à être plus forte que lui, du coup il est dégoûté quand j'arrive sur le podium, et du coup il se barre parce que il est blasé que j'arrive avant lui. Est-ce que tu peux m'aider? Et du coup, j'ai mis le petit vocal au début de l'épisode et Anne traite l'épisode. Donc du coup, c'est vrai que maintenant les filles m'envoient carrément leurs problématiques, quoi. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. En fait, le côté anonyme aide aussi à dire oui. Ok, il y a pas je vais pas être jugée. Elle m'a juste dit, après elle m'a envoyé un SMS en me disant j'espère que mon mec ne va pas écouter l'épisode et va pas reconnaître ma voix parce que je pense que je vais me faire défoncer. Il y a un petit côté où en fait, je pense qu'on est capable de reconnaître la voix de l'autre assez facilement. Voilà, bon, par chance, je crois qu'il m'écoute pas.
Mais dans tous les cas, des fois, on peut se dire, oh là là, s'il m'écoute, et en fait, bah, ça peut juste ouvrir une discussion. Et enfin, dans nos têtes, on se crée quand même des barrières qui sont très très fortes sur des trucs. Et moi-même, hein, je dis ça, c'est pas parce que tu le sais que tu le fais pas au quotidien et que tu dis non, ça je vais pas en parler parce que c'est plus c'est trop compliqué. Tu préfères rester dans la simplicité la fausse simplicité de le sujet n'existe pas, tout va bien et on va vivre avec, alors qu'en fait souvent creuser les problèmes, c'est ce qui fait qu'après tout va mieux, hein. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Il faut mettre le nez dedans, on va dire. En tout cas, je suis très contente qu'il y ait autant d'hommes. Et il y a des fois des femmes qui m'arrêtent et qui me disent, c'est grâce à mon mec que je t'écoute parce que c'est lui qui t'écoutait avant moi. C'est faux? Et là, je c'est me trop dis, cool. mais c'est dingue quand même. Je vois bien tu devrais écouter Laurie. Comment quand t'es arrivé là-dessus? T'inquiète, écoute, tu verras bien. Je pense que l'algorithme ou sur les plateformes d'écoute, ça doit, je sais pas comment ça se passe puisque aujourd'hui, j'ai 18 000 abonnés. Je ne sais pas comment ils sortent, hein, parce que je ne sais rien sur l'algorithme. Oh, personne ne sait, hein. C'est juste. Non, mais tu vois, les hashtags et tout, j'y connais rien. J'ai jamais sponsorisé. Tu vois, je suis pas. C'est pour ça qu'il y a encore des efforts à faire. Je pense au niveau, réseau là. Je pense qu'il faudrait que je suive une formation. Comme je disais tout à l'heure, la priorité c'est le fond. S'il est bon, en fait, ça va. Non, mais ça va se. Oui, c'est sûr. Ça va faire boule de neige tout seul, en fait. Ouais. Évidemment que si tu mets de la structure, ça aide, mais en fait, juste le message Cherche structure, s'il vous plaît, cherche structure. Non, je rigole. Nous reparlerons de ça plus tard. Si on revient justement sur les hommes, avec tous les épisodes que t'as fait, un an, mais un an quand même assez riche de tout ça. Qu'est-ce que tu dirais qu'on a besoin de retenir? Alors en 101 là, le premier cours. Est-ce qu'il y a des trucs que tu dirais à ceux qui nous écoutent, qui sont pas auditeurs forcément de Culotte & Trail, de dire, si vous retenez déjà ça, on aura fait un gros pas en avant, et après vous pourrez aller plus loin, mais commençons par ça. Je dirais que ce qu'il faut retenir en priorité, c'est que les femmes sont, moi j'ai souvent en PS, vous êtes formidables, sont formidables dans le sens où elles ont toute leur légitimité dans la pratique du trail et de la course à pied, on est faite pour ça en fait. Tu vois, on est endurante, on a les capacités de le faire. Donc la première chose qu'il faudrait retenir, c'est qu'il faut nous rejoindre en fait sans hésiter et ne pas avoir peur. Ça c'est le cas pour tout le monde en général, mais encore plus chez les femmes. Et c'est pour ça que j'ai créé vraiment ce média aussi. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui m'écrivent, qui me disent merci parce que t'es tellement pas dans le côté élitiste, même si j'adore quand même faire les suivis d'athlètes élites sur les courses et parce que moi j'aime. Ça inspire en fait. Moi ça me fait vibrer aussi, tu vois, et ça inspire. Mais le gros, forcément, de la communauté, ça fait rêver, mais tu ne peux pas t'identifier à quelqu'un qui court un 35 minutes en 10 bornes. C'est pas possible. Il y a un moment, le commun des mortels, il faut aussi bien faire passer l'idée que le sport santé, c'est important et que tout le monde, toutes les femmes sont légitimes à mettre les baskets, même si je prône vraiment, même si c'est 2 km, 3 km, c'est très bien en fait. Exact. On commence comme ça. Et aujourd'hui, tu le sais, la comparaison, elle est terrible sur les réseaux sociaux. On banalise les distances. En gros, 20 km. Ah, j'ai fait 20 km. Là, mon pote, il a fait 70 km. Moi, c'est de la merde. Non, en fait, c'est énorme, 20 km, quoi. C'est, en plus, quand on est dans un contexte comme ici, UTMB, où, alors c'est pas la course la plus courte, il y en a, mais tu fais un 40, t'as l'impression que c'est c'est l'abruti de la semaine. Il y a plein de gens qui disent moi c'est que le 40, mais en fait c'est quand en plus l'ayant vécu, tu te dis oui c'est que le 40 quand t'as passé X heures dans la montagne, c'est énorme en fait. Le TC qui est 15 km. On en parlait avec Amandine Petit qui me dit ouais, mais attends, moi, je me sentais pas légitime de faire 15 km. Il y a tout le monde qui fait des 40, des 50, de l'UTMB et tout. Moi, je suis là, 15 km, mais c'est pourri. Non, en fait. Tu vois, c'est énorme. Il y a 1002 de dénivelé. Il y a un moment, pas le commun des mortels, fait 15 km et 1002 en montagne et à l'altitude. C'est énorme. Faut vraiment le énorme, comprendre. Quoi. Et il y a, pour ceux et là, on est en montagne, mais en fait, il y a plein de petits trails ailleurs où il y a des formats courts avec un dénivelé. Et il n'y a pas besoin de toute façon d'aller faire une course avec un dossard pour commencer à aller se promener, alors que ça soit en nature ou pas en nature si on est en ville. Mais en fait, ce que tu disais tout à l'heure, juste aller courir, bouger
Et en fait, se rendre compte au fur et à mesure de cette expérience-là que ton corps aime ça, en fait. Ah, mais tout à fait. Il faut, et c'est pour ça, si tu démarres d'entrée avec, je sais pas moi, 45 minutes où tu t'écœures et t'as plus envie après d'y aller. Il faut vraiment commencer progressivement, de marcher, de trottiner, de marcher, de trottiner, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est d'écrire dans un carnet, un joli carnet un peu girly, d'écrire les réussites, tu vois. Aujourd'hui, j'ai réussi à courir peut-être 2 minutes. Eh ben, dans 2 jours, j'ai peut-être réussi à courir 3 minutes. Tu fais à la fin du mois. Ben, et tu te félicites. Tu dis, ouais, regarde par quoi je suis passée, et aujourd'hui, j'arrive à faire un petit peu. Et Culotte and Trail, ça aide vraiment les femmes à essayer à prendre confiance en elles et de nous rejoindre tout doucement, en fait. C'est beau. Petit pas par petit pas, en fait. Petit pas, mais sûrement. Mais c'est là où je pense qu'on a tous besoin de s'aider, c'est d'être dans le côté bienveillant, positif. Exactement. De, t'as fait ça, c'est déjà très bien. Te prends pas la tête à vouloir faire forcément plus, juste vas-y, stabilise à un truc où tu sais que tu peux le maintenir régulièrement sur le long terme, parce que vaut mieux avoir une petite pratique régulière sur le long terme que te mettre la pression, d'arrêter parce qu'en fait tu t'es mis trop de pression. C'est ça. Et un tout petit peu de sport chaque semaine est 1 million de fois mieux que pas de sport du tout. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, c'est vrai qu'on parle des débutantes qui aimeraient nous rejoindre, mais aussi ce média, il est très important pour le cœur des amatrices, mais qui, tu sais, basculent dans le côté, comme je l'ai été, en fait, aussi, et c'est pour ça que il faut pas juger. Ce côté où, en fait, t'es passionné de course, t'as envie de faire, t'es amateur, mais plus. Tu regardes tout ce qui se fait, t'es à fond sur tout, mais du coup, toi-même, tu bascules dans ce côté dark où en fait c'est toujours trop, je vais essayer de moins manger, nanana, mais t'es pas, tu vois. Et c'est aussi important pour ce cœur-là de se dire, waouh, on ralentit, en fait, t'es pas payé pour faire ça, on se calme, on priorise, tu vois. Et c'est important aussi que même elles se disent, ouais, en fait, ouais, t'as raison là, je suis pas payée, cool. Mais c'est très paradoxal parce que souvent, enfin, les profils qu'on a à faire du contenu, à faire des trucs dans tous les sens, on en fait beaucoup et en fait on est les premiers à dire oui mais pas beaucoup c'est bien, et en fait c'est dur d'entendre ce message de quelqu'un qui va courir beaucoup, être dans tous les sens et qui dit vas-y calme, c'est pas grave. Et je sais pas comment le dire différemment, en fait c'est pas parce que nous on le vit comme ça que c'est la manière de faire. Moi je vis comme ça à courir beaucoup parce que c'est mon mode de fonctionnement. Je suis bien dans ce fonctionnement là. Il n'y a pas de côté dark, justement, je me mets pas de pression, c'est si j'en fais moins, c'est là où je suis pas bien en fait. Donc mon mode de fonctionnement c'est pile électrique, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde et qu'il faut se mettre la pression à dire il y en a qui font beaucoup, donc le mode standard c'est faire beaucoup, c'est de viser la perf, c'est de faire toujours plus. Après c'est ce côté féminin où si tu veux en fait on a toujours tendance à avoir la limite avec le poids. Tu vois, de se regarder et de se dire, il y a un moment de se dire, bah voilà, là je fais du trail, si je voudrais gagner un petit peu plus en performance, ben je vais peut-être moins manger, tu vois. Et c'est vraiment alerter là-dessus en disant, ok, on est des femmes, donc on a quand même on a des cycles, on a des hormones. Il faut faire attention de pas jouer trop non plus avec ça, quoi, parce que ça peut être dangereux pour la santé aussi. Tu vois, c'est plein de prévention sur plein de sujets pour essayer de sensibiliser au mieux, en tout cas au maximum pour toutes les femmes, quoi. Ouais, tu rentres sur un sujet compliqué. Je me l'étais mis sur la fin parce que c'est un sujet un peu chaud, mais je bifurque. Non, mais on va revenir en arrière après, mais je trouve intéressant Moi, j'ai un truc que j'ai observé de loin, c'est la polémique sur Pauline Ferrand-Prévot, où c'est passé partout sur son. J'ai pas communiqué d'ailleurs. Non, mais et puis on n'est pas obligé d'en parler. Mais en fait, moi, je donne juste mon avis sur le fait que ça a fait un tollé monstrueux sur quelque chose qu'on n'aurait pas reproché, ou en tout cas ça n'aurait pas été aussi important si ça avait été un homme, ce qui se passe dans le cyclisme masculin aussi. Mais là d'un coup c'est une femme, donc en fait ok c'est un problème, même si c'est contrôlé, même si c'est parce que c'est une sportive de très 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 haut niveau qui fait tout au maximum, et bah là d'un coup c'est devenu le truc dont tout le monde parle et c'est pas bien et machin, et en fait on lui casse les pieds parce que c'est une femme en fait. Ouais, et puis c'est tellement médiatisé, j'ai envie de dire c'est facile de casser du sucre. Enfin,
moi, j'ai pas communiqué là-dessus parce que aujourd'hui, ce que je prône vraiment, c'est le bien-être et de pas tomber dans les excès. Là, on parle d'un sport qui est, voilà, haut niveau. On parle du Tour de France. C'est énorme ce qu'elle a fait. C'est énorme de se retrouver là. C'est énorme de gagner la première année. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis juste qu'il faut faire attention, mais il y a aussi une athlète. Toute l'année, elle va manger, etc. Et peut-être que à ce moment-là, tout était calculé avec son nutritionniste, pour monter l'école, etc. Qu'elle soit la plus fine possible. Après, ça veut pas dire que c'est tout le temps qu'elle se mange tout le temps. Donc c'est pareil pour des athlètes de trail. Nous, ce qu'on dit juste, après moi, c'est vrai que c'est pas un podcast 100% élitiste, mais c'est de dire attention, c'est pas toute l'année, c'est pas tout le temps. Il y a des périodes effectivement où on peut faire plus attention, s'affûter pour être à son poids de forme, mais pas tout le temps. Mais c'est ça le message. Ça, c'est et exactement. Surtout. En fait, si ça avait été utilisé pour dire ça et pas pour faire une polémique de merde, voilà, après, en fait, là, c'est hyper intéressant. Parce que tu regardes Pauline Ferrand-Prévot il y a 3 mois, elle avait pas le même physique parce qu'elle était pas en période de forme. Tu la regardes il y a 1 an quand elle faisait du mountain bike, en fait, c'est pas du tout pareil. Et là, dans 1 mois, elle va avoir repris tout ça parce que personne ne va faire le Tour de France. Donc faut pas regarder quelqu'un qui fait le Tour de France et du coup extrapoler pour et puis à un moment on est sur un niveau tellement énorme, sur des choses tellement énormes que le commun des mortels, on n'est pas au courant de tout, qui nous dépasse, et il y a un moment c'est normal d'optimiser le moindre détail de performance pour en arriver là. Moi je pense que c'est normal. Je dis juste attention que ça soit pas toute l'année. Bien sûr. Parce qu'il y a des athlètes en trail, je le vois, elles se sont confiées, elles passent dans le podcast, vous pouvez écouter, qui me disent bon ben voilà, là en fait ça fait 5 ans que j'ai pas fait de pause, que je suis affûtée depuis 5 ans et que je bouffe rien depuis 5 ans. Là par exemple, ça va pas. Là c'est pas bien. Tu vois, c'est pas bien. Enfin, sans être médecin, on sait qu'il y a un truc. C'est de dire attention, effectivement, les 2 mois, 3 mois qui précèdent la course, OK. Avec ton nutritionniste, ton diététicien, tu fais tout pour que ça. Je suis même pas sûr que ça soit les 2-3 mois. Enfin, c'est sur une période de semaines, hein, souvent. C'est juste que t'apparais aux yeux des. Je suis pas du tout experte, donc je prendrai jamais la parole là-dessus. Mais en tout cas, moi, j'ai pas suivi la polémique parce que je me dis c'est toujours aussi un peu facile de casser du sucre sur le dos quand on est une femme. J'en suis une. Je fais le parallèle. Voilà, ça n'a rien à voir, mais quand t'es une femme, c'est compliqué. En fait, ce qui m'énerve, c'est ça, c'est compliqué. C'est que du coup, tout est toujours plus compliqué et on va toujours tirer les ficelles pour amener de la complexité sur quelque chose qui pourrait servir à de la pédagogie. Et là, on en fait quelque chose de négatif où tout le monde n'a rien appris dans l'histoire à part. J'espère qu'elle s'est mise dans sa bulle parce qu'avec tout ce que tu vois passer, franchement, d'un moment heureux, tu t'en pollues quoi. T'as envie de dire des fois. Oubliez pas qu'il y a des humains derrière en fait et que c'est le meilleur moment de leur vie et que vous leur gâchez avec des polémiques qui font des vues, c'est cool, super, mais ce monde où il faut faire des vues et tirer les trucs les plus what the fuck pour le faire, c'est chiant quoi. Bref. Ouais, c'est souvent comme ça. C'est le problème de la médiatisation aussi quoi. C'est que ça fait le boule de neige et Léon dit fait que etc. Donc c'est important de souligner qu'en tout cas, elle a été exceptionnelle. Oui. Du coup, ça, c'est j'avais pas prévu de le mettre là, du coup, mais c'est quand même un sujet où, c'est de l'hyper-individualisation parce que elle a été suivie de manière médicale hyper précise pour faire ça. Si on revient à Monsieur Tout le Monde et en général, en fait, il y a pas longtemps, j'ai reçu Aurélien Broussal qui essaye de parler un petit peu du fait de comment on entraîne les gens, l'hyper-individualisation, et du coup, hyper-individualisation, si déjà on commence par individualisation, qu'est-ce qu'on a de plus différent entre nous deux ? Notre genre en fait. Donc c'est par là qu'il faut commencer pour se dire comment on va fonctionner, comment on va s'adapter au contexte. Contexte est très très important aussi, souvent on ne prend pas en compte le contexte des gens, mais au ressenti, aux problématiques de la personne. Et à partir de là, on va pouvoir construire un entraînement ou des stratégies autour qui vont être adaptées. Avec toutes les discussions que tu as pu avoir, les points de vue que tu as pu récolter, pour toi, c'est quoi les éléments essentiels qu'on devrait prendre en compte quand on est une femme dans sa vie, mais dans son entraînement en fait, pour pouvoir
Et je te demande pas de le faire d'un point de vue scientifique, juste. Non, je peux pas. Non, mais je tiens à le préciser, mais. Oui, par rapport juste, à ce qu'est-ce que j'ai t'as entendu recueilli. le plus, exactement? Alors c'est vrai que je me suis posé énormément de questions parce que quand j'ai créé Culotte and Trail, j'avais une idée précise en me disant, je sais pas pourquoi, c'est bête, mais qu'on était des femmes, donc du coup, l'entraînement devait forcément changer de celui des hommes. Mais c'est vrai que j'ai recueilli pas mal d'informations, etc. Donc j'ai interviewé des experts ou que je suis allée quand même aller chercher parce que aujourd'hui, il faut aussi savoir que il y a un effet très marketing sur l'individualisation par rapport au cycle menstruel. Donc moi, j'étais convaincue que on pouvait s'entraîner en fonction du cycle, etc. Je suis allée chercher Manon d'Auvergne, qui est, on va dire, une pionnière qui est à La Réunion, qui fait une thèse sur ça. C'est la première qui fait une thèse sur ça. Je sais pas si tu connais. Je connais elle est passée dans ton podcast, oui. Elle est passée dans mon podcast. J'ai eu beaucoup de chance de la voir. Manon, si tu m'écoutes, je te salue. Et d'ailleurs, ça a un peu choqué sur l'épisode où voilà, c'est un petit peu bullshit, quoi. C'est-à-dire que il y a des choses, je pense sincèrement que les femmes, on a des cycles tous les mois, on a nos règles, etc. pour celles qui les ont, qu'il faut s'écouter. Il n'y a pas vraiment, comme elle m'expliquait, d'ailleurs je vous invite à écouter cet épisode avec Manon, sur l'individualisation du cycle, il n'y a pas vraiment genre, je sais pas, telle période pour toutes les femmes du monde, telle période, phase 1, il faut s'entraîner comme ça. Ovulation, il faut s'entraîner comme ça. Il y a un moment en fait où elle explique que dans sa thèse, elle est en train de faire un projet femme où elle prend des athlètes, etc., où il regarde tout, des données scientifiques, etc., et qu'en fait, c'est très individuel. Je te donne un exemple. Moi, j'ai fait un podium le jour de mes règles. Donc, je prends la course hémorragie pliée en 4. Je pète mon record. 6 mois après, j'ai mes règles. Je suis au fond du lit et je peux pas me lever en fait. Donc, il y a un moment, c'est très d'un cycle à un autre, d'une femme à une autre, de ce que tu as mangé avant. Si tu as mangé de la charcuterie, si tu as bu de l'alcool, si tu as mangé, tu vois, c'est vraiment tout diffère de énormément de choses. Déjà, il faut savoir que, bon là, je rentre dans le détail et c'est pas le sujet de l'épisode, mais non, mais si c'est intéressant en fait, parce que pour comprendre, il faut avoir plus de détails aussi, parce que sinon. Oui, là, il y a plein d'épisodes, même sur la pilule, etc., que vous trouverez sur Culotte and Trail. Mais déjà, il faut savoir que quand t'es sous pilule, il n'y a pas d'ovulation. Une femme qui ovule vraiment 28 jours d'un cycle à peu près, comme elle appelle Manon, licorne, un cycle licorne, il y a très peu de femmes qui ont un cycle de 28 jours tous les mois. Tu vois, on diffère énormément. Il y en a, elles vont avoir des cycles de 20 jours, de 40 jours. Donc, tu ne peux pas dire par exemple, sur un bouquin, ah ok les filles, là vous êtes en telle phase, il faut faire soulever de la fonte. Non. Le corps humain n'est pas une machine. Le corps humain n'est pas une machine. Après, je veux pas attirer des polémiques, etc. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut la base de l'entraînement quand tu es une femme et que tu as des cycles, etc. C'est de s'écouter. C'est-à-dire que si, après, je suis pas experte, hein, mais moi, c'est ce que j'essaie de faire sur moi. Si tu à ce moment-là, t'es en tu vois, tu te sens pas bien, t'as pas envie, ça tiraille, t'as mal au ventre, va pas aller te foutre une séance de fractionné. Tu t'écoutes, tu te mets sur le plaid, tu fais une séance de yoga. Si tu te sens un peu mieux, si le footing te fait du bien, t'y vas. Mais il y a un moment, voilà. Alors qu'il y a des filles, elles ont pas de douleur, elles ont aucun problème, peu importe, elles y vont, il y a pas de problème. Donc c'est vraiment, je pense, d'après tous les retours experts que j'ai eus, c'est de s'écouter et d'individualiser au maximum. Tu vois, si ça répond. Ça répond totalement à la question, et évidemment, ça me fait bifurquer dans mon cerveau sur le sujet campus, où ça fait un an et demi que c'est un sujet qui traîne, où en fait, on fait rien, mais pas parce que on veut pas, parce que juste, c'est pas faisable. En fait, on n'a pas les éléments qui font qu'aujourd'hui on peut dire, on va mettre ça dans le produit qui fait qu'on va enfin, il y en a qui l'ont fait. Dire, regardez, on a adapté le cycle aux femmes. Oui, super, tu mets la semaine de récup une fois tous les 28 jours à un endroit qui te semble adapté, mais c'est pas une c'est pas une réponse en fait, ça c'est juste essayer de dire on a fait quelque chose, regardez. Oui, mais tu fais bien finalement de pas le faire, parce que j'ai envie de te dire, même une femme qui est en période de règles, peut-être que elle c'est au moment où elle a ses règles qu'elle est au taquet. Peut-être. Moi, personnellement, j'ai plus de douleur pendant mon ovulation que pendant mes règles. Pendant mon ovulation, je peux dire que je peux pas aller, alors qu'il y a plein de filles, pendant l'ovulation, elles ont un boost de ouf.
Ben moi, quand j'ovule, j'ai un boost, mais au début, je suis pliée en deux, plus que mes règles. Donc, et peut-être que je vais parler à une fille dans le public, là, ou n'importe où, et on va me dire, ben moi, c'est pas du tout ça. Donc, tu vois, c'est vraiment individuel. S'écouter. En fait, s'écouter, c'est drôle, mais on revient à ça sur tous les aspects. On a les infos, en fait. Et il faut juste pas vouloir rester rigide dans un fonctionnement où on nous a dit, c'est ça si Moi, je pense qu'il faut s'écouter parce qu'il y a aussi une partie des femmes qui disent maintenant stop, on n'a pas envie être entraîné comme différemment des hommes. Tu sais, il y a ça aussi. Je parle beaucoup avec des entraîneurs qui me disent non mais j'entends Laurie ce que tu me dis, mais il y a un moment nos athlètes elles veulent pas être entraînées, qu'on leur fasse en gros des faveurs parce que t'es une femme. Non, parce qu'aujourd'hui on sait que quand même il y a des femmes. Enfin, on le voit sur des courses, surtout sur du long. J'ai fait un épisode avec Guillaume Millet que je vous invite à écouter sur les différences hommes-femmes. Les femmes, on est quand même capables aujourd'hui de faire des trucs de fou. Donc, tu vois, c'est assez fou. Les femmes sont plus endurantes que les hommes. Les femmes sont plus endurantes que les hommes. C'est ça qu'il a dit. Donc, il y a des femmes qui partent sur des ultras, elles ont leurs règles, hein, tout va bien. Hein. Oui, mais les femmes sont plus endurantes que les hommes. Et stat très très intéressante, sur le 5 km, on est à 50-50 à peu près en participation. Plus ça s'allonge, moins il y a de femmes. Alors que en théorie, ça devrait être l'inverse si on écoute cette phrase. Bon, c'est une phrase qui n'est pas prouvée, c'est plus de l'empirisme qui montre ça. Pour toi, je pense qu'on connaît un peu la réponse, mais pourquoi du coup les plus longues distances sont moins pratiquées par les femmes? Alors déjà, je te dirais que la première chose pour moi, c'est la barrière mentale. C'est-à-dire que moi-même, j'ai peur d'aller sur du long. J'interviewe toute la journée des athlètes qui vont sur du long, des amatrices qui vont sur du long. Hier, j'ai passé toute la journée avec un groupe de femmes qui partaient sur la CCC, donc c'est quand même du long, sur du 100 km. Et bien moi, aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que je suis capable de faire du long. C'est quoi ta plus longue distance que t'as réalisée, toi? 46. Ouais, c'est assez similaire pour nous deux au final, mais tu vois, même ça, ce que tu dis là, toi, tu dis peur d'aller sur du plus long. Là, on parle de gens qui font du 5 et du 10. Oh là, je vais pas. Donc 46, c'est déjà. Énorme. Oh là là, c'est très très long. Bien sûr. Mais là, on parle de stats. Mais il y a différentes stades de barrière mentale. L'ETC, par exemple, j'ai reçu un mail de la presse qui dit que voilà, il y avait une énorme participation de femmes parce qu'on est sur 15 km, donc les femmes se sentent, même si c'est dur d'y aller, elles se sentent plus légitimes de faire un 15 km au niveau psychologique, je parle. Hein. Par contre, voilà, quand tu pars sur de l'ultra, il y a de moins en moins de femmes, forcément, sur la ligne de départ. Je pense à la PTL, qui est plus de 300 km. Il y a un groupe de 3 filles que j'attends impatiemment pour les interviewer à l'arrivée, que j'ai écrit tout à l'heure. Voilà, elles sont 3. Sur toute la course? Je crois c'est un trio, ouais. Bon, déjà, PTL, faut l'envisager, quel que soit, mais ouais, tu vois ce que je veux te dire, si on parle vraiment d'ultra distance, moi, je pense aujourd'hui que déjà, il y a ces barrières mentales où tu te dis, je ne suis pas capable. Et c'est ce que Guillaume m'a bien expliqué dans l'épisode où il me dit, OK, vous êtes toutes capables, en fait. Mais vraiment des trucs extraordinaires, vous imaginez même pas, vous êtes toutes des mini Courtenay. D'ailleurs, toutes mes auditrices n'ont pas arrêté de me dire, on est des mini Courtenay, on est des mini Courtenay. Après, je pense qu'il y a quand même la société. Je vais te donner un exemple pour m'entraîner sur 46 km. Donc, je suis mariée, j'ai un enfant. Mes parents, j'espère qu'ils regarderont pas cette vidéo. Moi, je me suis pris énormément de réflexion. Comment ça, tu laisses ton mari et ton fils pour aller t'entraîner Au début, c'était ça. J'aurais dit non mais on est en 2025, il y a un moment en fait, c'est normal que si je veux m'aligner sur une course de 40, c'était le marathon du Mont Blanc il y a 2 ans, que je m'entraîne en fait. Ouais, mais attends, c'est le week-end, tu bosses la semaine, t'es pas là le week-end. Oui, mais c'est comme ça en fait. Oui, mais c'est surtout qu'à l'inverse, personne va rien dire à un homme qui fait ça en fait. Et ça, si tu veux, ça m'avait choquée. Et je me suis dit, mais en fait, si beaucoup de femmes... déjà, il y a ce regard de la société aujourd'hui où une femme, c'est plus les hommes qui vont s'entraîner. Tu vois, qui prennent du temps de faire des sorties. Donc, et puis, il faut quand même être réaliste. Pour faire du long, faut du temps pour s'entraîner. Oui, ça. Donc, quand tu travailles, tu as des enfants, tu dois t'occuper de la maison, gérer la charge mentale de tes enfants, les activités, tout quoi, gérer la cantine, enfin tout ce qu'il y a autour, et après garder le temps pour t'entraîner sur du long, c'est compliqué, ça rentre pas dans le planning. Donc les femmes, elles se l'interdisent aussi.
je peux pas parler de ce sujet parce que non seulement je suis pas une femme, mais en plus j'ai pas d'enfant. Mais dans tout ce que tu dis, on sent le côté, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Moi, aujourd'hui, je me suis un peu, voilà, parce que j'ai basculé dans le milieu du média et que je suis obligée d'être sur des courses, donc je suis moins à la maison. Faut quand même aussi savoir que c'est un sacrifice. Là, je passe pas, ça fait une semaine, tu vois, que je suis pas avec mon fils. C'est déjà très dur en tant que maman. Et ben, c'est pareil dans la course à pied. C'est-à-dire que même les athlètes, quand on discute, elles me disent, ouais, ben, en fait, parce qu'il y a quand même peu d'athlètes mamans, mais il y en a, qui me disent, ben, en fait, c'est hyper dur pour nous de partir en montagne, laisser notre enfant. T'as un peu la culpabilité. T'es pas, voilà, t'as cette culpabilité, c'est compliqué, t'as la société, t'as des barrières, tu te sens pas légitime, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et puis aussi, en dernier lieu, je pense clairement que ça a un coût aujourd'hui de faire de l'ultra. Quand t'es pas sponsorisé, quand t'as rien, ça coûte très cher. La nourriture, ça coûte très cher. Si t'as pas le temps de cuisiner et de te taper 50 purées, je trouve qu'il y a aussi les familles qui ont des revenus moyens, c'est très compliqué. On aura une vidéo sur le sujet justement qui sort dimanche à l'heure où on... Ah, tu vois, j'avais ça. Le trail est-il un sport de riche ? Un peu. Bon bah tu as répondu à la question. On verra si on a la même analyse. Après, ne regardez pas la vidéo, c'est bon, vous avez la réponse. Non mais voilà, et il y a des femmes, c'est vrai que si elles sont s'ils sont deux dans le foyer à faire du trail par exemple, ben souvent elles disent bon bah mon mari était là avant. Enfin, il y a plein de choses. La femme, on a du mal à s'imposer, mais ça arrive quand même. On voit de plus en plus de femmes aujourd'hui qui s'émancipent. Et ça fait du bien, mais le long, c'est dur de franchir le cap. Bon, on va quand même dans un sens un peu positif. Non, mais c'est hyper intéressant. Tu m'as amené plein de questions sous-jacentes. Oui, c'est très positif, en fait. Mais tu vois, par exemple, là, clairement, ça fait 3 semaines que j'ai pas couru. Aïe, 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 parce que j'ai été débordée de trucs. Le peu de temps que j'avais, en fait, c'est très simple, au lieu d'aller courir, je l'ai pris pour mon fils. Enfin, il y a un moment, quelle est ta priorité, tu vois ? Ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai souvent ces commentaires-là dans tout ce que je fais en mode oui, mais t'as pas d'enfant. Je peux pas répondre à ça. Oui, je n'ai pas d'enfant. Donc en fait, dans le contenu que je fais, évidemment que c'est biaisé là-dessus. Et ça veut pas dire que je n'ai pas une empathie énorme pour tous ceux qui ont une famille, en fait. Profite, parce qu'après, c'est pas pareil. Mais tu vois, ce sujet, en fait, c'est compliqué parce que dans tout ce que tu fais, tu dis ouais, mais du coup, dans tout ce que tu dis, t'as pas d'enfant. Je ne peux que vous poser les faits et après, dans votre contexte, vous les adaptez, en fait. Tu peux pas dire alors, je vais prendre en compte dans un contenu les contraintes de tout le monde parce que dans tous les cas, les contraintes de tout le monde sont différentes. Il y a des gens qui, avec leur contexte de vie, avec enfants, arrivent à le faire parce que pour eux, ça marche dans leur contexte. Et pour d'autres, ça va être quasi impossible parce qu'ils ont un travail qui déjà leur prend toute la journée en tant avec le transport sur place et en fait, avec les enfants, le reste, du coup, là, c'est compliqué. Et là, tu rentres dans le cadre où faites un petit peu, mais vous mettez pas de pression parce que vous pouvez pas faire plus. Chaque cas est différent parce que regarde, il y a des femmes, elles ont 4 enfants, elles font de l'ultra et tout va bien. C'est Moi, cool. J'en connais. Mais voilà, est-ce que du coup t'as la famille pour garder? Est-ce que t'as tes parents, les papis, mamies, etc. Il y a plein de choses. Il y a des personnes, ils ont personne par exemple pour garder. Donc c'est compliqué. Et c'est là où quand dans tout ce qu'on dit, dans tout ce que vous écoutez en fait, il faut se dire ouais mais j'écoute ça dans mon contexte et je me dis pas on me donne une injonction à fonctionner parce que c'est impossible de dire oui ça marche pour tout le monde, jamais. Il faut reprendre son contexte, se dire ok, c'est pareil quand tu vois une infirmière qui travaille de nuit ou des gens pas qu'une infirmière mais qui travaillent la nuit et d'autres qui ont des horaires de bureau et qui peuvent s'entraîner différemment, c'est pas la même fatigue. Il faut vraiment prendre votre vie dans la globalité, de pas se comparer à l'autre quoi. Ouais, ça c'est hyper important. Moi la première, je me comparais à des gens qui couraient depuis 15 ans. Au début, quand je courais, c'était n'importe quoi. J'ai arrêté Strava, j'ai tout arrêté, moi. Parce que j'étais la personne qui me comparait en permanence. Et qui me dévalorisait après. Je disais à mon mari, mais je suis nulle, mais purée. Mais il me dit, mais arrête, mais coupe-moi ces réseaux, c'est pas possible. Et donc, c'est important de se remettre au milieu et de se dire, ok, et puis, quelles sont tes priorités? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, enfin, moi-même, il y a eu un moment, clairement, où il y a eu bien 6 mois où j'ai mis ma vie entre parenthèses pour courir. Je regardais plus ma famille en fait. Donc et parce que tu rentres dans un excès. Et aujourd'hui, Anne que je salue qui est coach dans Culotte and Trail me dit quels sont tes curseurs, quelles sont tes priorités de vie pour toi. En fait en un, c'est la famille pour moi. Donc et comme beaucoup de monde. Donc finalement, tu peux prioriser du temps avec ta famille avant de passer 15 heures à courir. Ouais.
Ça, de toute façon, on l'a fait plusieurs fois sur campus, d'essayer de ramener ce côté, mettre tes priorités, et elles peuvent changer dans 3 mois, dans 6 mois, en fonction de ton contexte du moment. Exactement. Et juste, il faut se mettre des objectifs adaptés au contexte, au moins celui qu'on voit venir. Oui, tu t'inscris sur une course forcément pendant les 12 semaines ou autre de plan d'entraînement, j'en sais rien. Bon, ben là, tu sais que tu vas être plus focus ton curseur sur ton entraînement. Mais c'est ok, tu l'as dit à ta famille. Vous avez discuté, tu vois, moi j'en parle avec mon mari, bon ben ok, là je me suis inscrit à Majorque. Est-ce que t'es ok pour faire le déplacement avec moi? Tom le petit, est-ce que ça suit? Bon ben là tu sais que je vais m'entraîner un petit peu plus, donc pendant les week-ends, ben tu vas devoir le garder parce que moi je vais devoir m'entraîner. Mais une fois que c'est passé, hop, la famille reprend. Tu vois, c'est vraiment, il faut bien se poser à chaque fois, quoi. Puis il y a aussi prendre en compte, même dans tous les cas, alors au-delà de parler de famille, la personne que t'as en face, ton compagnon, moi je sais que avec Elodie, à chaque fois quand j'ai une envie de course, c'est comment on peut faire pour que toi ça soit un truc qui te fasse kiffer aussi, en fait, d'aller dans un endroit où est-ce que ça te donne envie d'aller là? Non, bon bah ok, on va réfléchir à une autre course et essayer d'avoir un truc où tu sais que c'est pas juste toi, en fait, égoïstement qui va participer à ton truc, mais même si ça te donne cette impression-là d'extérieur, elle va dans un lieu où ah cool, ça me plaît d'aller là-bas, je sais que je vais pouvoir faire de la photo, aller me promener. Oui, c'est bien. Enfin, et on revient tous avec des souvenirs, en fait. Et ça, si on prend pas en compte, c'est là où les ennuis, et ça c'est un exemple simple où on est deux, on n'a pas d'enfants, on a un contexte mais en fait c'est un exemple qui peut juste amener le fait de réfléchir à la place de l'autre, des autres, que ça soit, même si vos enfants ne réfléchissent pas à ça, pensez à comment ils vont vivre le truc. Enfin, bien sûr. Et au global, il y a des moyens de faire des choses qui peuvent être des objectifs plus limités, mais se dire, ah, ça me va, je vais être content de faire ça, je sais que ça va permettre à tout le monde de s'épanouir, et du coup, on avance. Écoute, si tu me permets, je te fais une petite anecdote. Je pense à ma copine Juju, si elle écoute. Elle a 3 enfants, elle est kiné, elle fait en plus une formation ostéo, tu vois, elle a son compte, enfin, c'est un gros truc. Et elle s'est foutue à 50 bornes, et en fait, elle était sous l'eau complet. Et elle me dit, mais en fait, c'est fini, je fais plus ça l'a stressée, charge mentale incroyable. Dès qu'elle faisait une sortie, elle était pas contente. Et tu vois le schéma. Et en fait, elle m'a dit, je me suis mis un truc beaucoup trop gros par rapport à ma vie. 3 enfants et tout. Et là, elle s'est dit, stop, je vais faire que des 15, des 20, qui demandent pas une énorme préparation. Et du coup, c'est une anecdote qui est importante pour les personnes qui nous écoutent en disant, ouais, en fait, ne pas se mettre un énorme objectif si c'est pas réalisable par rapport à ta vie, à toi, quotidienne. Ouais, ce 100%. Et puis ça marche à tous les niveaux. Enfin, c'est pareil, si tu prends les sportifs plus aguerris, vont aussi te dire, merde, là, des fois, je me suis lancé dans un truc et en fait, une fois au milieu de la prépa, bon, c'était, exemple de l'année dernière, on déménage du Canada à la France, on doit gérer le déménagement, tous les aspects administratifs, surtout quand t'as des entreprises avec. Et une prépa marathon à ce moment-là, c'était vraiment le bon moment, on est d'accord. Ouais, c'est clair. Mais bon, il faut faire des erreurs pour avancer aussi. Oui, c'est là où j'allais en venir. J'ai pas de regrets, mais oui, parce qu'en fait, je préfère faire plein d'erreurs, mais me dire, ok, j'ai vécu, et pas des fois aussi à l'inverse, me limiter en mode, bon on fait rien, comme ça on est sûr qu'il y aura pas. Oui, non, mais c'est clair. Et rassurez-vous, ceux qui nous écoutent, les erreurs, moi j'adore les échecs parce que je rebondis derrière et je me dis, ouais, je me casse la gueule, mais ça me refait encore. Moi j'aime bien me casser la gueule, tu vois. Moi aussi. Oh c'est bien. Mais ça, en fait, si tu te casses pas la gueule, ça veut dire que t'as pas essayé, et du coup, tu t'apprends pas la vie. Mais c'est pas adapté à tout le monde. Ce qu'on dit là, c'est t'as des profils de gens qui ont pas de problème à se casser la gueule et à le faire plein de fois et à oublier cet aspect-là et après retenir que le positif. De rebondir, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Je te donne un exemple. J'ai un pote à moi, quand il a vu que je m'étais cassé la binette sur la MCC, il m'a écrit sur Insta, on avait dit quoi avec le trail? Genre il y a 2 ans après le marathon du Mont Blanc, il m'a dit, bon en fait, là t'arrêtes le trail. Ouais, c'est le trail de montagne, en tout cas c'est pas pour moi. On avait dit quoi avec le trail? C'est vrai. Mais en fait, mon côté positif avait totalement oublié ça. Bien sûr. Et on repart. Et je lui ai dit, dans 2 ans, j'y retourne parce que j'aurais encore oublié le fait. Et je ferai pas plus de prépa de racines en montagne. Et et mon genou reprendra la même chose. Parce que optimisme un peu trop, bisounours. Mais moi, je suis content de ce mode-là parce qu'il a plein d'avantages sur d'autres aspects. Donc. Bah oui, c'est chouette. Et puis les émotions que ça procure. C'est ça c'est un truc fou parce que dans la course là j'étais en mode mais
mais énervé en mode mais pourquoi j'ai fait ça? Et à d'autres moments, je suis en mode ah, c'est génial. Et c'est la biche, c'est Bambi, c'est trop bien. Mais non, mais c'est sûr. Et dans une course, tu passes par des trucs où en fait tu dis c'est fou. Et a posteriori, t'es en mode ouais, il y a eu plein de moments, il y a eu des moments d'arc où j'étais vraiment en mode mais t'es con d'avoir fait ça. Et même 2 jours après, t'es en mode ouais, mais c'est ça la vie en fait. C'est tout le monde passe par là. En plus, c'est vrai que moi j'ai des athlètes élites qui passent et je leur pose la question, mais sans déconner les filles, il y a pas des moments où vous avez envie d'arrêter de bâcher? Et elles me disent mais si, mais des fois dans notre tête, ça on le dit pas, mais des fois on se dit ah mais qu'est-ce que je fous là? Et paf, ça repart après. On prend un truc, un gel ou quoi et ça repart. On est tous pareils. Mais ouais, moi j'ai même simulé des blessures pour m'arrêter. Ah mais moi ouais. Alors ça c'est intéressant. J'en ai jamais parlé, mais tu me ramènes à un point où j'ai plus honte de le dire. Voilà. En tout cas, j'ai pas forcément été au bout à chaque fois, mais tu commences à te créer l'histoire de comment tu vas pouvoir abandonner. C'est ça. Et t'as honte de dire j'arrête. Ben moi j'ai fait 2 fois. J'ai fait la première fois où j'ai simulé une entorse. Oh j'ai mal. Tout ça parce que j'avais pas. Et après j'ai dit non, j'arrête parce que je suis pas là, j'ai pas la tête à ça, mon fils me manque, tu vois, après j'ai mis les mots. Ouais. Mais donc ça aussi ça peut arriver à plein de monde et surtout c'est OK. Ben c'est OK parce tu l'as fait plein de fois, je l'ai fait plein de fois et c'est pas que pendant une course dans le trail à l'entraînement. Typiquement, je te parle de l'année dernière où j'étais comme ça et il y a des moments j'étais en mode est-ce que là je me raconte une histoire ou est-ce que juste et en fait là c'est l'inverse, tu sais qu'au global, oui, t'en as plein la tête mais t'es quand même en ouais, mais est-ce que c'est une histoire ou pas? Et en fait, tu peux tomber dans l'inverse de t'auto-flageller, tu sais, te mettre en mode ouais, mais no pain, no gain. En fait, j'y vais, faut y aller. Et ça, c'est très toxique aussi, hein. À l'inverse, il y a des moments juste, quand tu sais que t'en as fait trop, bah, juste essaye d'être indulgent, faire au mieux et avancer. Et souvent, bah, en fait, à la fin de la prépa, à la fin de la course, t'es en mode oh, c'était pas si mal. C'était pas, j'ai pas perdu tant que ça avec juste le fait d'avoir été un peu bienveillant. Ouais, ça a amené un côté, je descends d'un étage et je gère et le trop de pression est pas forcément positif. Enfin, est souvent négatif. Même si un peu, faut trouver l'entre-deux. Ce qui est toujours, y a pas de réponse à ça. C'est trouvez votre curseur, jouez avec. Des fois, ça sera trop, des fois pas assez. Et puis, à la fin, vous allez prendre en expérience sur vous-même, mieux vous comprendre, mieux vous écouter la prochaine fois. Et à la fin, ça sert dans tous les aspects de la vie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'où mon premier coach qui disait, la course à pied, c'est une école de la vie. Bon, bah, je valide à 10 000% aujourd'hui. C'est vrai que c'est clair. Où est-ce qu'on est parti avec moi souvent je leur dis attends excuse-moi parce que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent souvent il y a des femmes qui me disent mais Laurie jamais je pourrais courir. Je leur dis mais les filles, je parle pour celles qui ont des enfants, vous avez accouché donc mettre les baskets juste pour trottiner mais à côté je te jure un accouchement c'est costaud, peu importe l'accouchement. C'est pas, j'ai rarement entendu une femme qui me dit oh c'est trop bien, j'ai l'impression d'être au spa quand j'accouche quoi, tu vois. Donc en fait quand t'es passé par là tu peux y aller quoi. Ça c'est pour les filles qui m'écoutent. Quand t'es passé par là, tu peux te dire attends, j'active un mode que j'ai déjà activé. Et ce n'est que du trail ou ce n'est que de la course. On est quand même des warriors. Hein, c'est... Ça, moi, je pense que vous êtes plus forte que nous dans tous les cas, parce que nous, on est très bons à se créer des histoires, même si des fois on a l'impression que mental machin. En tout cas, moi, je suis très très fort à me raconter des histoires, même si ça paraît pas. Je suis souvent borderline de dire allez on bifurque à gauche et puis on sort de l'autoroute et en tout cas je pense sincèrement que les femmes mettent énormément de temps à faire quelque chose. Elles réfléchissent. Par contre quand elles prennent un dossard et qu'elles disent qu'elles le font, elles vont aller au bout. Ça c'est une qualité forte, même si ça peut te faire foncer. Les femmes elles mettent du temps. C'est comme sur plein de sujets, les femmes elles mettent plus de temps, par contre elles vont au bout du truc parce que mentalement elles se sont conditionnées tout ce temps-là. Et ça c'est un truc que je remarque vachement sur les courses. Ok, hyper intéressant. Elodie, ça lui a mis 20 ans avant de s'y mettre, mais maintenant c'est vrai que quand elle est dans son mode je vais faire ma course. Elle a mis 20 ans, mais elle est là quoi. Mais si elle a décidé qu'elle allait faire ça, là c'est je vais le faire ce truc. Et même si au quotidien elle m'écrit 2 fois par semaine, j'ai pas envie d'y aller. Et en fait après à la fin, mais je suis contente d'y être allée. Ben oui. Mais en fait ça va être fait parce que ce 10 km au mois de juin, là on va au Québec, elle va faire son premier trail et c'est un 10 km.
trail. Donc il y a des distances courtes, je le répète, on l'a dit tout à l'heure. Il y a même des 5 km dans ma région hein, de trail. Et le trail, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de... On retire ce côté pression qu'il peut y avoir sur le chrono, même si on devrait pas en avoir beaucoup. En fait, vu qu'il y a un chiffre, bah forcément tu l'analyses, tu le compares. Bien sûr. L'avantage du trail, c'est qu'il n'y a pas ça. C'est toi avec toi dans la montagne. Et je pense que démarrer sur un petit trail en tout cas moi vers chez moi dans l'Hérault, il y a plein de petits trails de 5 km. Tu vois, avec 150 de dénivelé par exemple. Eh ben, je trouve que c'est super de démarrer sur un 5 km parce que t'es pas trop écœuré. Alors, c'est dur, hein, 5 km quand tu cours pas. Mais, au moins, t'as quand même, moi, je me souviens, mes premiers 5 km, c'était pas facile, hein. Donc, mais au moins, tu démarres, petit, quoi. Et puis tu dis, en fait, je suis trop contente, j'ai pas énormément souffert plutôt que t'inscrire directement, par exemple, sur un 20. Vouloir brûler, enfin moi je le dis souvent, tout le monde n'est pas d'accord sur ça, mais vouloir brûler les étapes, je trouve que c'est rarement une bonne idée. C'est de dire je veux faire souvent les gens arrivent avec je veux faire un marathon. Oui, aucun problème, mais juste prends le temps de vivre le chemin pour y arriver et pas juste regarder la case à cocher et le faire coûte que coûte parce que c'est pas agréable de le faire dans ce. Sûr. Mais je vais lancer le mouvement dans mes projets, je souhaite faire le Tour de France de culotte and trail. Avec mon van, je trouve ça trop génial. Avec plein de partenaires, on est en train de monter le projet et d'aller dans. Donc là, tu viens d'annoncer un projet que t'as dit que tu n'annoncerais pas. Ouais, mais c'était un autre que je vais pas annoncer. Okay, t'inquiète, je sais ce qu'il faut que je spoil et ce que je spoil pas. Et où on va aller dans des villes et là aller à la rencontre de personnes qui aimeraient courir, tu vois, par exemple, mais qui n'osent pas et commencer par 3-4 kilomètres avec elles pour les accompagner et leur dire que c'est possible. Donc. Trop cool. Bientôt, tu vois, après le Tour de France de Pauline, c'est le Tour de France de Laurie, quoi, le culotte and trail. Pas la même chose, mais bon. Non, ça sera cool. Ouais, mais c'est ce côté prendre par la main des gens qui, déjà, tu vas les aider de manière forte, mais c'est aussi en prenant ces gens-là par la main que l'effet boule de neige commence, même si il faut pousser fort la boule. Bah en fait dans tous les cas ça emmène d'autres gens à côté que toi tu verras pas mais l'impact que tu vas avoir sur une personne c'est sûr que tu le multiplies sur d'autres à posteriori donc il faut des gens pour commencer à pousser la boule et puis après t'en as d'autres qui te rejoignent et qui vont c'est ça, c'est donc, bien. Tu sais tu parlais de concurrence tout à l'heure en fait le jour où t'as de la concurrence tu peux te dire super j'ai gagné en fait parce que j'ai réussi à amener encore plus de monde à vouloir faire du contenu et à on va dire que j'ai un peu gagné alors parce que ça arrive la concurrence. On va pas spoiler non plus hein. Non mais en fait moi je trouve plus il y a de concurrence plus ça veut dire que ton sujet devient et dans tous les cas c'est toi qui auras commencé donc ça oui après moi tu vois c'est vrai que je l'ai jamais vu j'ai jamais vu la femme comme un business. Non mais oui, c'est le mot concurrence qui est peut-être pas le bon, mais tu vois ce que je veux dire. Non mais concurrence, ça je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voient en la femme un business, c'est ça que je veux dire. Moi, alors tu vois, c'est pour ça que. Je comprends. Alors que. Après oui c'est sûr qu'on rentre en 2025, 2026, 2027 je sais que c'est beaucoup la femme va prendre de plus en plus d'essor hein, dans le trail et heureusement moi je me bats pour ça hein, mais moi je l'ai jamais fait pour le business en tout cas. Alors très bien c'est là où je voulais en venir en fait je vais te partager un truc assez profond où cette phrase j'ai la même j'ai jamais fait ça pour le business et toujours pas aujourd'hui mais il y a un truc où les dernières années m'ont fait changer. C'était ouais mais business, l'argent, ça m'intéresse pas. Dis ouais mais en fait que ça m'intéresse. Non mais ce que les gens comprennent en fait c'est que ça permet t'as besoin de ça pour vivre. Non mais pour surtout que les gens te rejoignent dans un projet, faire vivre ton le projet. fassent avancer. Bien sûr. Et en fait à la fin tu dis OK. Donc oui, business remonte dans mes priorités parce que ça permet de faire tellement de choses et si t'as pas ça bah en fait ta caisse de résonance, elle peut pas augmenter. D'accord avec toi, mais vraiment, moi je te suis un petit peu. Ce qui marche, c'est que tu as su garder ton authenticité et ta façon d'être. Et moi, c'est ce que je dis. Peu importe combien on sera dans 2 ans, dans 3 ans, si Culotte and Trail perdure, mais il y a bien un truc. Et si je le dis à mon mari, si jamais tu vois que je bifurque, et à mon avis, ça n'arrivera jamais parce que je suis trop authentique. Mais stop-moi quoi, parce que c'est hyper important pour moi de rester dans cette authenticité, dans cette humanité. Et aujourd'hui, certes, il faut des sponsors et des marques pour faire vivre le podcast, pour qu'on soit de plus en plus nombreuses. Mais
pas au détriment de ma proximité avec les gens. Tu vois ce que je veux te dire? 100%, parce que je pense que ça ne t'arrivera jamais. Parce que, en fait, moi, c'est pas que je ne veux pas que ça arrive. C'est en fait, à un moment, je dis la même chose à Elodie. C'est si tu vois ça, et en fait, maintenant, je dis non, c'est bon. Parce que de toute manière, dès qu'on veut me dire, il faut faire comme ça, parce que je dis, ouais, bah, mettez quelqu'un d'autre, parce que moi, toute manière. C'est bien, il faut rester aligné. À la fin, vous allez me dire fais comme ça et je vais avoir fait ça. Vous allez me dire, ah mais on avait dit que oui, mais mon cerveau il m'a dit que c'est ça qu'il fallait dire. Je pense qu'il faut. Et en fait, tant pis. Si ça fait louper des trucs parce que t'as pas plu à des gens, c'est pas grave. Ce que tu veux, c'est pas. Ce qui fait que ça marche, c'est que tu parles aux gens qui t'écoutent et que quand t'as envie de rester connecté à eux. C'est pas dire que tu l'es tout le temps. Des fois, en fait, on peut être déconnecté parce qu'on vit dans un monde un peu à part quand t'es dans des semaines comme ça, mais en fait, essayer de se dire, ouais, mais les gens qui me regardent, les vrais gens qui te regardent, ceux qui te mettent pas forcément de commentaires, ceux qui sont là dans l'ombre, il faut pas non plus lire ça sous le prisme de. Bien sûr. Il y a Bernard qui m'a dit, je repense, je savais qu'on aurait des commentaires, mais je pense au podcast qu'on a fait avec Nouchka, des Bernard, qui ont des commentaires un peu déplacés, il y en a. Oui, mais bon. Là, on parle de la femme qui est un sujet chaud. La nutrition est un sujet aussi très clivant, donc. C'est vrai que pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que j'ai une communauté hyper engagée. Du style, j'ai juste fait une story cette semaine en disant je suis désolée, vous me voyez pas, mais là je suis complètement sous l'eau et tout. Et j'ai reçu des dizaines de messages de mes auditrices qui me disent Laurie, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Mais vous êtes des amours. Bah rien là parce que je suis sous l'eau et que c'est mon premier UTMB, mais en fait, tu vois, c'est vraiment cette sororité. Et ça, j'insiste parce que chez la femme, j'en étais convaincue de par mon métier, mais c'est incroyable la sororité de culottes entre elles, des femmes qui les mots, les messages forts entre elles, même entre athlètes, enfin, c'est incroyable. Écoute, il y a un truc qui est assez marquant pour moi, c'est que ma communauté est beaucoup plus représentée par des hommes, assez logiquement. Sur YouTube, c'est même à un niveau stratosphérique où je suis en mode, mais comment c'est possible? Ça, sur YouTube. C'est comme ça. Mais par contre, dans les moments où je partage des trucs un peu plus durs, où en fait je suis vraiment transparent, c'est là l'équilibre de messages que je reçois, il shift totalement vers à minima du 50-50. J'ai pas fait des stats, mais j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent en mode bienveillant, tape dans le dos. Ce sont bien les femmes. Avec à l'inverse les hommes qui viennent te dire ferme ta gueule. Non. Il y en a très peu. Mais ces commentaires-là, ils viennent uniquement par contre d'individus toxiques. De genre masculin. Donc on dit la même chose, mais je switch les gens toxiques. Dans tous les cas, en fait, c'est ça. C'est ce que je voulais retenir, c'est oui, il y aura toujours des gens toxiques, il y aura toujours des haters. On leur a fait une petite vidéo à laquelle on va leur répondre dans pas longtemps d'ailleurs. Mais c'est pas grave, ça c'est limite si t'en as, c'est pas grave parce que ça veut dire que ton contenu amène va plus loin dans des communautés plus larges et tu sais que tu vas toucher des gens qui eux par contre vont être vraiment impacté par ce que tu dis positivement. Et oui, il y aura du dommage collatéral, mais ça c'est vrai, pour l'instant, je suis pas encore trop armée. Alors moi, tu vois, je suis un peu, je suis hypersensible. C'est pas encore arrivé. Je pense que si ça arrive, il faudra que je me mette une bulle en mode, que ça rebondisse, tu vois, et prends pas trop de choses à cœur. Après, c'est le game d'être visible. J'ai envie de dire, il y a toujours des gens qui aiment bien critiquer, mais bon, j'ai envie de dire ceux qui critiquent, ils sont sur leur canapé et nous on a osé quoi. C'est ce que dans tous les cas quand t'es hypersensible, tu le prends toujours à chaque fois un peu, au moins sur le moment comme ça, mais dans les faits, sur la fin, c'est ça qu'il faut retenir. C'est, je sais plus qui m'a dit ça, mais quand tu lis un commentaire, dis-toi est-ce que t'estimes la personne et est-ce qu'il s'il te disait ça en face, déjà il te le dirait pas, mais est-ce que tu estimerais son commentaire ou pas? En fait, les commentaires que tu as, si c'est quelqu'un que tu estimes qui te le dit, ok, prends-le vraiment parce que... Oui, bien sûr, si c'est quelqu'un sur les réseaux... Mais, à l'inverse, en fait, les gens que tu connais bien, même si ton contenu est pas parfait, c'est ceux qui vont te dire ah, c'était trop bien. Mais même des experts qui pourraient te faire des critiques. J'en parlais hier, justement, le podcast avec Nouchka. Il y a plein de trucs que tu pourrais peut-être redire parce que c'est une discussion, c'est pas on a préparé un machin.
Et je pense à Nico Vandel qui est quelqu'un d'hyper bienveillant qui vient dire ah c'était trop bien bravo enfin et ça fait du bien de lire ça parce qu'en fait du coup tous les autres commentaires ils s'effacent et tu dis ouais bon on s'en fout des Bernard, on va juste et on salue tous les Bernard. J'ai changé de prénom parce que à un moment j'étais Jean-Michel et du coup c'est oui mais bon moi je m'appelle Jean-Michel. Bon, il y a pas de prénom qui n'existe pas. Il y a des gentils Bernard quand même. Bah, évidemment. Oui, j'aime bien dire des bêtises des fois. Non, mais t'as raison, parce qu'il y a forcément des Bernard qui nous écoutent, et ça veut pas dire qu'ils sont dans cette catégorie. Bah, ouais. Donnez-moi un prénom qui n'existe pas et qu'on pourra utiliser, il faudrait qu'on en trouve un. Gertrude. Non, il y en a forcément. Bon, peut-être que rare, auditeur Gertrude. de podcast sur la course à pied. Bon, allez, Gertrude, oui, mais il faut un prénom masculin, parce que je te dis, c'est quand même principalement oui, de ce côté-là. Bref. On a bifurqué un peu création de contenu dans tout ça. Moi, ce que je vois aussi si on revient sur ton passif, c'est que t'as un côté fibre entrepreneuse. Fibre entrepreneuriale qui est assez marquée parce que du coup, tu parles d'opportunités, de trucs, mais en fait, à chaque fois, ton studio de fitness, il faut quand même avoir te dire, ok, je vais gérer ça et je vais en faire quelque chose. Enfin. Tu passes le cap de ok j'ai envie de faire ça, j'y vais dans tous les cas sans. En fait j'ai jamais réfléchi. C'est quand même fou quand j'y repense. C'est que j'ai jamais. Je sais pas si c'est ma qualité ou mon défaut, mais je ne réfléchis pas. C'est-à-dire mon rêve c'était de créer mon studio de danse. Un jour j'étais en train de boire un café avec ma mère, j'ai ouvert Facebook, il y avait un local. J'ai dit j'appelle. Appelle. Je suis allée visiter, c'était pour moi et j'ai lancé. Et en fait, j'ai lancé au jour le jour. Il y avait rien. J'ai jamais fait de business plan, que ça soit dans mon studio ou dans là. Souvent, on me dit t'as une ligne éditoriale, t'as un planning de poste et tout. Quoi? Je dis mais qu'est-ce que c'est? Non. Tu vois, je fais au jour le jour. Je ne sais pas faire autrement. Je suis très mauvaise. D'ailleurs, je n'ai aucune trame pour mes épisodes. J'en ai fait 65 sans aucune trame. C'est ma marque de fabrique. On aime ou on n'aime pas. C'est comme ça. Je suis comme ça. C'est l'audace, quoi. Écoute, pour le plan. Peut-être que je me casserai la gueule, hein, mais. Ouais, mais non. Enfin, non. C'est sûr que. Je ne sais pas faire. C'est comme ça. Même mes chorégraphies. Je veux dire, j'étais chorégraphe. J'ai fait des spectacles à 1000 personnes où j'étais avec plein d'élèves. Mes chorégraphies, je les créais au dernier moment. J'étais celle qui allait passer le bac ou faire des oraux et je regardais au dernier moment. Et je suis comme ça. Et change pas parce qu'en fait c'est ça, tes qualités c'est ça. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire qu'à un moment il y aura pas une organisation autour de toi qui Évidemment, te permet. Des fois t'as des marques qui me font intervenir et qui me disent bon Laurie, il faut une trame. Il y a un moment donné, oui, je fais la trame. Et là, j'ai pris la trame et je l'ai oubliée dans le train, quoi. Tu vois, je me retrouve. Finalement on va le faire sans trame. Sans trame. Ton cerveau a créé un petit mécanisme pour dire non t'inquiète, on va faire comme on a envie de faire. Et après voilà, c'est ma marque de fabrique parce que ça me stresse. Ouais. Ça me stresse tu vois, souvent mon mari me dit bon Laurie arrête, t'es pas organisée, c'est une catastrophe. Même pour les box là, il y avait 100 box, il fallait voir quand même, je sais pas qui a vu mes stories, mais c'est mon mari, mon fils et moi, on a créé les cartons, on a mis les trucs, mon mari il a empaqueté, enfin c'est un sketch hein. C'est un sketch. C'est mon mari qui m'a fait un Excel, il me dit non Laurie, ça suffit, tu vas t'emmêler dans les envois et tout. Et moi je suis à l'arrache. Je rien à dire là-dessus. Moi, je suis toujours à l'arrache. J'ai pas changé de mode. Juste, t'as des gens autour qui font que c'est cadré. Structure quand même, c'est une catastrophe. Mais là, quand tu parles de planning de poste et machin, ouais, on a ça aujourd'hui, mais ça a pris 10 ans avant que. En fait, je pense que oui, mais voilà, peut-être que dans 10 ans, j'aurai quelqu'un qui me programme. Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Et comme pour revenir à l'essentiel de ta question, j'ai toujours été entrepreneur. Je sais pas si c'est parce que j'ai vu mes parents. Ils sont salariés, ils ont toujours été dans ce schéma où il faut travailler, être salarié pour la sécurité, etc. Moi, ça m'a toujours angoissée. Je crois que j'ai fait un emploi salarié, je me suis fait virer. Parce que j'ai beaucoup de mal aussi, à être avec des gens, parce que souvent, j'ai trop d'idées, donc ça dérange. Comme je casse beaucoup les codes, c'est pas conventionnel, donc je me fâchais beaucoup avec des équipes. Tu vois, que je me suis dit stop, je vais être seule et puis au moins j'irai dans mes idées même si je me casse les dents et puis voilà. Et c'est ce qui se passe avec Culottes and Trail. Aujourd'hui, quand on me dit tu veux pas un associé, jamais de la vie en fait. Je veux pouvoir faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, avec les auditeurs que j'ai envie, tu vois, les auditeurs, auditrices et puis surtout les invités.
En vrai, j'ai beaucoup pensé comme toi au début. C'est pour ça que j'ai fait longtemps mes trucs tout seul dans mon coin. Mais avoir les bonnes personnes qui juste te comprennent, acceptent ton mode de fonctionnement et disent OK, on va tout faire pour qu'il reste comme ça. Bien sûr. En structurant juste autour. Mais c'est Alors pas ça, simple à trouver les bonnes. La structure, il va me la falloir parce que je suis sous l'eau. Il y a un moment, j'ai 12 métiers en un, là, c'est pas possible. Et puis, comment dire, je m'improvise. Là, c'est moi qui monte tous mes épisodes. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, je rafistole tout. tu sais faire dans tous les cas. Parce que j'étais chorégraphe, donc je montais mes spectacles. Donc, si tu veux, je savais monter mes bandes son musicales. Ou pour mes compétitions, parce que j'amenais mes équipes en championnat de France de hip-hop, etc. en danse. Donc, c'était à moi de faire les bandes son, j'avais personne. Ouais. Parce que quand j'avais mon studio, j'étais secrétaire, femme de ménage, cours collectif, c'est moi qui faisais mon marketing, tout. J'avais personne. Mais spoiler, enfin l'entrepreneuriat c'est un mot qui est un peu bling bling aujourd'hui, mais c'est ça la réalité. Ah oui, la réalité c'est ça. Moi mon podcast préféré c'est Génération Do It Yourself parce qu'en fait c'est ça le vrai, l'entrepreneuriat c'est juste tu fais quelque chose, t'avances et puis tu verras. Dans tous les cas t'es là pour répondre à tout ce qu'il y a à faire et. En tout cas. Et ça j'aime entendre ce genre d'histoire parce qu'en fait tout ça c'est le fil rouge qui t'amène ici et qui te fera encore avoir plein de projets et c'est trop cool. Ouais, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et je m'éclate parce que je crée tout le temps. Bon, j'ai pas fait le passage où j'ai créé 2 agences IMO parce que c'est trop long, mais là je me suis dit waouh. On va pas rentrer là-dedans voilà. Sinon on est reparti. Bon. Non mais bien sûr, mais je veux dire j'ai tout créé parce que c'est toujours c'est hyper important pour moi l'entrepreneuriat, je trouve c'est chouette parce que c'est un moyen de t'exprimer. Tu vois, tu vas là où t'as envie. Après je dis pas, des fois j'ai des idées complètement folles, mais écoute, ça marche, on verra bien. Continue d'avoir des idées folles parce que c'est comme ça que des fois on met des trucs de côté, mais en fait à la fin on garde. Alors je peux juste vous dire que mon mari il en peut plus. Oui, mais ça. Si t'as choisi, il le savait un petit peu dès le départ quand même. Le pauvre avec tout, mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Un jour, je lui ai dit, tu te rends pas compte, j'ai une idée de fou pour les femmes et tout. Il m'a dit, oh non, pardon. Moi, je retourne me coucher. Ouais. C'est fou. Non, parce que je le salue quand même pour, je suis quand même beaucoup en déplacement depuis peu. Puis c'est lui qui est dans l'ombre et qui gère notre famille, mon fils, mon chien et tout ça. Donc c'est hyper important aussi de saluer les personnes qui sont nos piliers. Oui, je parlais d'entourage pro, mais en fait, il faut, l'entourage proche est hyper important pour pouvoir te garder dans un mindset positif. Parce que sans lui, je serais pas là avec toi en train de tourner, qui garderait mon fils, quoi. Tu vois. Donc il me permet de vivre ce rêve parce que c'est un rêve, de vivre ça aujourd'hui et donc je le remercie même s'il a jamais écouté un seul de mes épisodes. Voilà, je tiens à le dire aussi. Est-ce que c'est un message pour qu'il se mette en il le sait, mais il dit que lui, il vit en personne avec Culotte and Trail, donc il en a marre. C'est vrai que c'est une bonne analyse. Non, mais je les ai, les podcasts. Moi, je les entends en boucle quand elle monte les épisodes, c'est bon. J'ai pas 45 minutes de podcast une fois par semaine. Moi, j'ai 24 heures de podcast tous les jours. Ok, voilà. C'est vrai, c'était un bon argument. Ouais, c'était la petite blague. Ouais. Sur l'aspect, du coup, justement, je fais et je verrai bien. Est-ce que t'as des petites galères de créateurs de contenu depuis 1 an à nous raconter qui font vu que tu es un peu à l'arrache, il y a forcément 2-3 trucs qui se sont passés un petit peu où les gens ne le voient pas à la fin parce que tu sors les épisodes, tout roule, mais ça aurait pu mal se passer. Ou alors à chaque fois tu retombes toujours, t'es comme un chat, tu retombes sur tes pattes et. Alors, faut savoir que moi je suis une hyper stressos. Alors hyper stressos, je me lance. Ma force aujourd'hui, même les gens du milieu me disent ta force c'est que tu réfléchis pas, tu postes, tu fais et tout. Par contre, je suis stressos dans le sens où ma priorité pour moi c'est de ne froisser aucune femme. Ça c'est vraiment mon alarme. C'est-à-dire que faut savoir qu'aujourd'hui quand il y a des femmes qui passent dans mon podcast, je parle surtout d'athlètes élites. C'est des femmes qui sont médiatisées. La force de Culotte and Trail aujourd'hui, c'est que c'est très authentique et que du coup, on a l'impression d'être entre copines. Donc, il y a pas, c'est une discussion et des fois, ça part un peu loin. Et souvent, elles me disent, en fait, j'ai jamais parlé de ça à un média, tu vois, voilà. Donc moi, juste
par rapport à revenir aux créations de contenu, c'est que je fais très attention à ne pas sortir une séquence qui va la mettre mal à l'aise. Donc, en général, je prends on s'appelle, je dis bon ben là j'ai jugé qu'il y avait un truc un peu profond, je te la fais écouter, est-ce que tu veux que je supprime? Tac. Après, quand je monte mes réels, puisque en général je fais 2 réels, un extrait de sortie d'épisode et une sortie d'épisode. Elles ont toujours les réels validés avant. Donc tu vois, j'ai pas de boulette dans. Ah oui, parce que il suffit de. Et puis en fait, il y a cette sororité. Moi, je suis pas journaliste. Je vais pas buzzer sur. Tu vois, rien à voir. Je vais pas prendre une information, la faire buzzer. Moi, c'est pas ça du tout. Et ça, c'est hyper important. C'est que, et je pense qu'elles apprécient aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours, si elles ne valident pas le réel ou l'épisode, il sort pas. Du coup, tu mets du process pour les trucs qui t'importent. Voilà. Et du coup, ça c'est un truc majeur. Ok, ça va être carré, ça va être. Elles sont trop médiatisées. Il y a trop de liens entre nous en fait. Maintenant, on a créé des liens quand même assez de confiance. J'ai les téléphones, on se voit à l'extérieur pour certaines, etc. Même pour des amatrices qui me disent oh là, je suis allée un peu loin, j'ai pas envie, tu vois, qu'on dise ça, donc je supprime. Par contre, sur des réels ou du contenu qui ne mettent personne individuellement en porte-à-faux, je suis spontanée, il y a aucun problème. Mais voilà, c'est juste ça ma vigilance extrême, c'est de ne pas sortir quelque chose sur qu'il faudrait pas. Non, mais en vrai, c'est primordial parce que ce que tu disais au début, c'est que ce qui empêche de véhiculer les bons messages, c'est le tabou, la peur. Donc en fait, il faut réussir à juger de qu'est-ce qu'on peut amener sans que ça freine des personnes à venir communiquer aussi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils peuvent être très bénéfiques comme très dangereux. C'est-à-dire que quand tu tournes un épisode, etc., si tu mets un réel d'une phrase qui est sortie du contexte et que tu le postes sur une athlète, je sais pas, moi, elle va me parler de son raid, qu'elle a pas ses règles et tout, mais je prends l'info et je le sors en réel, mais ça sort totalement du contexte. Bah là, il y a un moment, en fait, ça buzz, etc. Moi, mon intérêt, c'est de garder du lien avec ces filles, de la confiance. Mon intérêt, c'est pas d'aller leur casser du sucre, tu vois. Et puis, en fait, je suis tellement... Je sais pas, tu vois, hier, j'ai pas pu être à l'arrivée. Je suis allée embrasser Marie Gongalves et Candice Fertin parce qu'elles... Candice pleurait, je l'ai pris dans mes bras et j'ai même pas pensé une seule fois à prendre mon micro, de les interviewer pour avoir leur ressenti. J'ai juste pensé à leur faire un bisou, les prendre dans mes bras et leur dire c'est génial ce que t'as fait. Tu vois. Et je me sens tellement proche de ces filles. Moi, je pourrais en parler des heures, mais c'est voilà. Non, mais c'est trop cool parce que c'est ce genre de choses qui t'as pas besoin de dire je suis passionné. En fait, c'est. Je m'arrête parce que, tu vois, j'ai vite les larmes qui me montent dès que je parle d'elle, quoi. Tu vois, c'est le why. Ouais. On reboucle sur le début de l'épisode sur le why, mais c'est ça qui permet, dans tous les cas, de connecter et justement d'amener le bon niveau d'information au fur et à mesure pour que ça parle à de plus en plus de monde et que t'emmènes ce sujet plus loin. Justement, si on regarde un petit peu dans le futur, tu t'amènes de l'information, de la considération aux problématiques féminines. Qu'est-ce que t'aimerais que ça génère dans le monde du sport? C'est quoi l'impact que t'aimerais que ça puisse amener en fait dans un futur proche, pas dans 5 ans là, mais que ça puisse faire accélérer des choses? Est-ce qu'il y a des messages un peu comme ça? Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est vraiment, de par mon histoire personnelle, comment dire, tu vois, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. La priorité, c'est que les athlètes prennent soin d'elles. Et je vois beaucoup trop d'athlètes qui sont pas bien par rapport à plein de choses, et moi j'ai vraiment envie, en fait, comment dire, la force aujourd'hui du média est ma plus belle fierté, et c'était ce que je voulais quand j'ai créé ça, c'était que avoir autant d'athlètes élites qui m'écoutent que d'amatrices, d'accord? Et aujourd'hui, les athlètes élites, elles prennent des informations qu'elles n'ont pas pour elles-mêmes dans mon podcast via les experts.
Et ça, je suis tellement heureuse en fait que des athlètes élites écoutent. Toutes les élites me disent j'ai écouté le dernier podcast et tout, c'était trop bien. Et là je me dis mais en fait c'est trop chouette parce que même pour elles, même si elles peuvent pas en parler entre elles ou qu'elles en parlent pas, elles ont pris des infos et elles sont au courant qu'il y a des choses qui sont pas forcément bien. Et en tout cas, ça fait leur petit bout de chemin dans leur tête et elles prennent conscience que que même si elles ont peut-être 2 kilos en plus, ça leur met du carburant et qu'elles vont quand même performer. Donc ça, c'est vraiment je dis pas que tout le podcast tourne autour du poids, du RED-S, pas du tout. Mais c'est un peu le démarrage. Et puis aujourd'hui, c'est énormément ça, même chez les hommes. On rentre dans... je parle de l'élite, là, où la densité, elle est énorme. Il y a un moment, pour être au niveau, c'est compliqué. Enfin, je le vois hier sur l'OCC. On en parlait avec les filles françaises. Le niveau est ouf. Comment veux-tu arriver... Enfin, il faut s'entraîner dur tous les jours, maximiser la moindre chance et tout, et on peut basculer dans ce côté un peu. C'est juste ça pour les aider à dire ok, acceptez-vous même si vous avez 1 ou 2 kilos en plus, les filles, s'il vous plaît. Quand tu joues avec les curseurs pour être à la limite, en fait, tu peux facilement te tromper et penser que t'es dans la bonne direction alors que non. Et en fait, il faut avoir quelqu'un d'extérieur qui te fait prendre conscience de ça parce que toi, à l'intérieur, tu le vois pas. C'est pour ça que Seb est hyper important et que je le salue et que je l'aime beaucoup et que c'est devenu un ami qui intervient dans les capsules et il a énormément d'athlètes féminines. Il les suit beaucoup, enfin, il en suit beaucoup. Et le gros travail qu'on fait avec Seb, d'ailleurs, je pense qu'on va monter des trucs ensemble, c'est de sensibiliser au maximum. Combien d'athlètes passent dans mon podcast Élite et me disent je suis suivie par Seb, j'ai retrouvé mes règles. Je suis contente parce que pendant des années j'ai cru qu'il fallait être maigre en fait pour performer parce qu'on a une vision tellement de la télé, tellement des podiums, des filles devant qui sont fines, etc. Et en fait c'est un cercle vicieux. Et aujourd'hui beaucoup de filles, voilà, dans mon podcast, vous pourrez voir, il y a plein d'athlètes qui témoignent de leur syndrome RED-S et qui se disent ok, j'ai du mal à m'accepter parce que pour reprendre ton cycle et avoir tes règles, il y a un moment, il faut reprendre du poids. Et c'est dur de voir tes concurrentes toutes fines et toi prendre du poids, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça que je vais essayer de véhiculer au maximum. La première chose, c'est qu'on soit en bonne santé pour pouvoir performer et de mettre l'énergie dans le moteur, c'est manger. Et dans tous les cas, dans tout ce qu'on fait, athlète élite, athlète amateur, la santé devrait être... on va pas partir sur d'autres sujets, mais il y a plein de choses où on se dit ça, c'est pas important, alors que ça a un impact fort sur la santé et du coup sur tout le reste. Donc en fait, remettre ça en priorité, même si c'est pas le sujet... sexy et que si tu dis courir pour la santé, c'est pas ça qui amène les gens, mais garder ça le plus possible dans un coin de la tête parce que dans tous les cas, même si on n'en voit pas l'impact direct, il existe et du coup ça va nous jouer des tours si on n'y fait pas attention. Oui, bien sûr, et surtout moi j'insiste en disant vous n'êtes pas seul. Que ça soit au contraire. Athlète élite et amatrice, mais vous rendez pas compte le nombre de personnes où on est dans ce cas-là et il faut que ça cesse en fait. Pour la santé, c'est important parce que pour tout, au niveau cognitif, au niveau, en tant que femme, pour avoir des enfants, c'est important d'être en bonne santé, de retrouver des cycles. C'est vraiment important. C'est souvent un aspect je vais prendre un parallèle de course pour qu'on comprenne que, en fait, beaucoup de gens sont dans le même cas et on s'en rend pas compte, parce on se sent souvent seul dans sa problématique alors que c'est pas le cas, mais en course, tu te dis, oh là là, c'est dur, j'ai mal. Et en fait, si tu regardes autour de toi, tu te dis, en fait, tout le monde à ce stade de la course, c'est normal. Et c'est pareil dans le quotidien, en fait. Les problématiques qu'on a, il y a forcément des gens autour. Et à l'échelle si on regarde plus large, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont les mêmes problématiques. Il faut juste se dire, comment je fais pour avoir les bonnes infos, où est-ce que je vais pour comprendre. Et du coup, si je comprends, je vais pouvoir y faire attention dans le futur. C'est pour ça que jamais tu m'entendras prendre la parole sur des sujets scientifiques, experts ou quoi que ce soit. C'est pour ça, moi, je me régale d'interviewer des experts pour avoir les infos et les transmettre.
Mais jamais tu m'entendras dire quoi que ce soit sur la santé ou la physiologie, c'est hors de mes compétences. Par contre, c'est vrai que le média, on parle vraiment des sujets du cycle, du RED-S, surtout le RED-S parce que c'est hyper tabou, franchement, c'est vraiment chaud. Mais aussi, tu vois, tout ce qui est périnée, fuite urinaire, tout ça, c'est encore un high level, encore plus tabou. Les femmes, elles ont pas envie de dire, en fait, je me pisse dessus, en fait. Sauf que, mais les filles, mais vous êtes toutes, on est toutes pareilles, tu vois. Et il y a une vraie sensibilisation à faire là-dessus. Et je pense que plus on va être nombreuses, plus on va être de femmes à dire on a ces problématiques-là, que plus ça va résonner. C'est sûr. Et plus on va se dire, en fait, on est toutes pareilles, quoi. Plus ça va être normalisé. Normalisé, et les hommes vont se dire, ok, en fait, c'est normal. C'est normal. C'est normal et en fait je pense que pour beaucoup, il y a toujours des cons, mais on est les premiers en fait à avoir envie de dire ouais mais comprendre pour dire si on peut rien faire juste ok mais on comprend, fine. Bien sûr. Et on n'est pas là pour on est là pour être ensemble, je pense dans le couple, mais en fait oui, je pense que dans la vie on n'est pas là pour s'opposer. Pardon. Les hommes et les femmes, je pense qu'ils ont besoin c'est pour ça que j'ai beaucoup d'hommes qui écoutent, c'est qu'ils du coup, ils comprennent et on s'élève ensemble. Ouais. Moi, au tout début, j'ai entendu dire c'est un podcast vraiment très féminin, tu sépares. Ah non, je n'ai jamais voulu séparer ou être extrémiste, loin de là. Au contraire, j'ai envie qu'on s'élève ensemble, les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, je vais bientôt changer ma bande son là d'intro là parce que je vais inclure les hommes parce qu'il y a trop d'hommes qui m'écoutent. Donc tu vois, je vais. C'est vrai que quand je l'ai écouté, je me suis dit c'est pas pour ça te donne l'impression que c'est pas pour toi. Alors que c'est ouais. Et le nombre de gars qui m'écrivent finalement, je me dis je vais rassurez-vous messieurs, je vais vous intégrer dans la bande. On aura plus l'impression d'écouter en catimini. Oui, mais c'est ça. Et en fait, parce que il y avait tellement de sujets sur les hommes et de podcasts sur les hommes qu'en fait, c'était pas contre les hommes. C'était, tu vois, comme ça, quoi. Plein de podcasts sur les hommes, on parle pas des problématiques. Il y a que dans ton podcast qu'au final, on y arrive. Ouais, c'est vrai. On m'a demandé de faire une capsule 2, mais bon. Ah. On verra. Bon, dans tous les cas, moi, je l'écouterai si une capsule 2, je te le dis. C'est gentil. On arrive sur la fin du podcast. Pour moi, c'est un bon moment pour dire merci aussi à toutes les femmes qui sont autour de moi parce qu'il y en a beaucoup. Oh, c'est bon, c'est le moment émotion. Non, mais réellement, j'ai regardé un petit peu et au quotidien, je travaille en direct avec plus de femmes que d'hommes et ça se passe super bien et en fait ça amène quelque chose de différent et que moi je trouve hyper positif. Je saurais pas dire quoi, je saurais pas expliquer, mais je trouve que aujourd'hui, au 29 août 2025, j'ai jamais été aussi épanoui professionnellement, personnellement, et il y a plus de femmes autour de moi que d'hommes au quotidien, donc merci. Bravo Nico, c'est beau. Écoute, je te rejoins, c'est quand même les femmes sont, en fait, elles doivent apporter une touche aussi tu vois, il y a de fraîcheur, reste entourée. En tout cas, moi je te dis, elles sont super les nanas autour de toi. Une touche de complémentarité, je pense aussi, parce qu'on fonctionne différemment, mais à la fin, des gens différents qui travaillent ensemble et qui s'opposent pas, ça fait des trucs bien mieux que... Ça, c'est sûr que des gens qui s'opposent, on est bien d'accord. Bref, voilà pour la petite conclusion. Merci, mais ça a été, dans tous les cas, très agréable de parler avec toi, Laurie, pendant ce temps. Plaisir partagé. Et de toute façon, on continuera de se recroiser sur des events. Ça sera toujours avec plaisir. J'espère bien que l'autre sera encore là dans les mois et années à venir. Merci tout le monde. Merci. Ciao.